Arman Tsarukyan et Yann Gary ont-ils pris rendez-vous avec Ilia Topuria et Islam Makhachev après leur victoire ce week-end au Qatar contre Dan Hooker et Belal Muhammad? Que peut-on attendre du combat entre Faresiam et Nazim Sadikov à l'UFC 323 début décembre à Las Vegas? Pour son 36e numéro, Aldric Enarbi fait le tour de l'actualité du MMA. Générique. Aldric, pour notre 36e Aldric Enarbi, on a calculé avec les Jab Culture, on est à 60 émissions ensemble, 60 outfits différents pour Aldric Cassata. The streak, la série continue. Et je sais pas quand ça s'arrêtera. Ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. On peut rester 10 ans comme ça. On peut rester 20 ans. C'est beau, monsieur Cassata. Donc on se retrouve pour débriefer ce week-end de l'UFC Qatar. C'était la première fois que l'UFC était du côté du Qatar à Doha. Petite salle, hein, t'as vu? Ouais. Pas très grande la salle. Non, c'est pas... Mais bon... Événement plutôt bien réussi pour cette première. Petite salle, mais très riche d'enseignements. Il y a plein de choses à dire. Tout à fait. Il y a beaucoup de choses à dire sur toute cette carte. Et on vous l'a dit dans l'intro, notamment les victoires de Arman Tsarukyan et Yann Gary, parce que ça va encore faire bouger les choses dans ces catégories des moins de 70, moins de 77 kilos. Si vous voulez voir la folie de Jab Life, les gars, c'est que pendant que je fais le podcast, je regarde de la boxe japonaise avec Tenshin contre Takuma Inoue, le petit frère. Comme on a commencé et que le combat n'est pas fini, je suis obligé. Aldric, tu me connais. Boxe japonaise, passion. Comme d'habitude, on rappelle, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, abonnez-vous sur toutes les plateformes de réseaux sociaux de Jab Life pour continuer à faire grandir la communauté et avancer le bousin. Et puis vous les avez vus, c'est le premier modèle que j'ai. Ça y est, le merchandising est arrivé, la boutique en ligne est ouverte, jablife.fr si vous voulez soutenir le projet de Jab Life et vous habiller avec des hoodies. J'ai pas fait de même parce que le nouveau maillot d'Enix est sorti, je voulais le mettre en avant quand même. Pas sur New York avant tout. Mais oui, les hoodies et les t-shirts sont exactement, arrivés. Les t-shirts il y a un t-shirt qui est devant notre logo ici, le hoodie, j'ai pas l'autre version, la version collector limitée qui est super stylée, mais c'est la première version, donc n'hésitez pas, allez-y, jablife.fr pour cette boutique officielle Jab Life qui est enfin ouverte. Monsieur Cassata, Doha, au Qatar, qui l'accueillait pour la première fois, donc l'UFC, je le disais. Débrief de cette Fight Night qui était très attendue, c'était une des plus belles de l'année quand même sur le papier, et ça a délivré. Les bonus, comme d'habitude, on donne les bonus au tout début. Il y a 4 bonus qui ont été distribués. Arman Tsarukyan, Waldo Cortés Acosta, dont on va parler parce que la semaine dernière, quand on a fait la preview, il n'existait pas sur cette carte-là. Kyoji Horiguchi, là je vais vous faire une déclaration d'amour, une de plus, pour monsieur Horiguchi. Et Luke Riley, dont tu nous avais beaucoup parlé la semaine dernière, le débutant du Cage Warrior. Déçu sur un truc, sur les bonus. On va reparler de son combat, Aldric, mais Abdulrahman Yakiev, ça méritait peut-être, non? Ouais, je suis d'accord avec toi. Petite soumission en 30 secondes. Je vais même te dire mieux, Dalby aussi, ça méritait. Ouais, parce que tu as vu le Isaac Maev qui n'avait pas combattu depuis 2021 ou 2022. C'était pas mauvais, ils ont fait une sacrée guerre quand même. C'était plus solide que je le pensais avec cette inactivité-là derrière lui. On va remonter, comme d'habitude, cette carte en partant, bien sûr, du main event. Arman Tsarukyan, je le disais, qui met une soumission, arm triangle au round 2 sur Dan Hooker. Tsarukyan qui avait dominé le premier round, 19 pour les 3 juges, logiquement. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance de monsieur Tsarukyan, plus que jamais, numéro 1 du classement des lightweight des moins de 70 kilos? Alors, le game plan est ultra culotté. Parce que si tu regardes le combat contre Gamrot, il scramble grâce à la guillotine Dan Hooker. Il a une bonne guillotine. C'est peut-être pas la guillotine une des meilleures au monde, mais il a une très bonne guillotine. Il ferme bien, il a des grands bras et il avait vraiment mis Gamrot en eau trouble là-dessus. C'est comme ça qu'il avait scramble. Donc le game plan est absolument dingue de takedown sur guillotine. Il fait une sortie qui n'existe pas, celle où il fait un bridge mais sur lui-même dans la garde, donc tu vois la souplesse de... T'as vu, mais tu sais, c'est absolument dingue. Toutes les vidéos qu'il fait avec Nina Maria, là, où il fait ses trucs de coups, en fait, bah tu vois que ça lui sert, hein, ça lui sert dans la cage en fait. Ouais, enfin moi les trucs de coups je sais les faire, c'est les trucs de lutte, mais ce qu'il a fait là, il faut être invertébré pour le faire. Tu vois. J'avoue. Donc il y a un moment même, t'as l'impression que ça peut être hyper dangereux quoi, quand il tourne la tête là. C'est un monstre physique, Arman, et du coup le game plan, alors pour la suite c'est interrogeant. Parce que s'il set up pas mieux ce takedown contre Ilia, j'ai un petit doute. Je voudrais juste voir un truc. Mais contre Dan, c'était culotté, mais c'est passé. Ces 2 takedowns, c'est sur 2 guillotines. On va ouvrir beaucoup sur la suite, parce que c'est intéressant, je trouve, par rapport à ce qu'on a vu et à le potentiel combat contre Topuria. Mais ouais, déjà, cette séquence, quand même, quand il sort, il y a même, c'était Open Note Grappling, William sur Twitter, quelqu'un que je suis beaucoup sur les réseaux grappling, qui expliquait qu'à un moment, tu sais, il se retrouve dans une sorte de Dragon Sleeper. Alors ça dure qu'une seconde, donc Dragon Sleeper, tu peux nous expliquer en fait, c'est que tu pars d'une
d'un Bah, en fait, étranglement nord-sud bah, en fait et tu c'est passes ta jambe en dessous. En fait, dans ses rotations, il se retrouve dans des positions complètement folles. À un moment, il aurait pu se retrouver en guillotine du dos, un genre de Mataléon, mais en guillotine. Il y a effectivement toutes ces transitions qu'il fait où il se retrouve soit en Dragon Sleeper, soit même il donne euh, des positions très fortes. Mais en fait, son jeu, très étonné de voir Paparumpa dans son coin, parce qu'il y avait Paparumpa Mm. aussi dans son coin, c'est le coach emblématique de Etiti, parce que ça ne ressemble à rien de, entre guillemets, standardisé. Mm. Alors, après, son jeu offensif, non, c'est très standard. Il a fait un katagatame, un peu le même qu'avait fait Islam, tout en puissance. Son jeu offensif ressemble, c'est du jiu-jitsu brésilien. Et c'est vraiment, pas classique, mais en tout cas très riche techniquement. Son jeu défensif, c'est mi-lutte arménienne, mi-origine sambo, tu vois. Euh, Ne le regardez pas si vous n'avez pas son gabarit physique. C'est pas possible, c'est impossible à reproduire, tu vois. Et bien vu pour le Dragon Sleeper, mais pas que, hein. Tout ce qu'il fait, ça ne peut être fait que par lui, parce qu'il fait 1,70 m, qu'il est aussi long que large et Mm. qu'il est hyper explosif et très souple. Invertébré, comme tu Ouais, dis ouais, bah presque. regarde, Ouais. sa blessure, elle a été à cause de ça, hein, justement. Mm. Je pense qu'il a tellement de souplesse à ce niveau-là qu'il va des fois trop loin. Mais ouais, plus globalement, le game plan qui est de dire je vais le laisser prendre la guillotine et je vais la défendre et je vais capitaliser sur ça, c'était osé quand même. Mm. Et je pense que c'est pas du hasard parce que dans le premier, il fait ça et il fait quelques dégâts. Et dans le deuxième, il refait la même et il finalise sur ce katagatam qui a un triangle de bras opposé. Ouais, osé, mais Islam s'était rendu le combat plus facile. Il fait ce Si on qu'il fait un comparatif, tu vois. Oui, entre la victoire sur Hooker, je suis Ouais, d'accord. Mais il fait ce qu'il avait à faire. Il est au-dessus de Dan Hooker. Il prend cette victoire-là. ouais, Pour finir sur cette explication-là sur le Dragon Sleeper, pour ceux qui ne l'ont pas, donc c'est une guillotine en fait inversée. ouais. T'es au-dessus du gars, il est comme en nord-sud. Et tu passes ta jambe en dessous. Avec l'autre, tu fermes le triangle de corps. Et en fait, la tête, bah, elle casse complètement quoi, vers l'arrière. Ouais, c'est Donc ça, mi-étranglement, mi-clé de nuque. ça peut être hyper dangereux et hyper. Enfin, Ça peut faire très mal pour très le mec qui honnêtement, la je prend. voyais pas Danuka faire ça, hein. Non, et puis ça dure. Il est une seconde dans cette position. Donc il aurait Il fallu. y a un début de position, mais je veux dire, Dan, Ça va trop vite en fait pour qu'il capitalise là-dessus. c'est un sûr. striker qui sait faire la guillotine. Ouais, Voilà. oui, voilà. Dan Hooker, c'est ça. Je pense que son niveau de sol s'arrête pas là, mais tu sens quand même que c'est pas un mec qui passe beaucoup de temps à faire du grappling. Il a ce don parce que c'est un don physique. Il est un peu comme toi, il a des longs bras. Mhm. Donc sur la guillotine, ça lui donne un très gros levier. Mais sans être dégradant, je pense que ses compétences de grappling offensif s'arrêtent à ça. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ça faisait plus d'un an que les deux Pour avaient lui, pas combattu. Hein. Dragon Sleeper, c'est un conte de fées, tu vois. Oui, C'est oui, je pense pas qu'il l'a. C'est une histoire pour les enfants, quoi. Ça lui traverse même pas les. Non. Je pense pas qu'il l'a du tout, du tout. Mais bien vu pour l'entrée, ça y ressemblait. Intéressant, moi j'ai trouvé quand même dans le jeu d'Arman aussi. J'aime bien son grand endpoint, la façon même dont Ouais. il le fait. Dans le 2, là, il y a cette séquence où il joue sur les poignets. Il a les poignets, les deux de Dan Hooker, et puis hop, il met des frappes, il lâche pour mettre des frappes. Je vais plus loin que Bras par toi bras par de bras. cette génération très de lutteurs. intéressant. Et là, je mets Kamza dedans et tout. Je pense que c'est le plus fort en grand pound. Oui, je suis d'accord. Voilà. C'est marrant parce qu'on peut avoir des comparaisons récentes avec Ramzat, avec Islam un Ouais. peu. Et lui, dans cette particularité-là de ce jeu de lutte et de sol, je suis d'accord. Il a la lutte Ouais. qui permet de le faire, mais tu sens quand même là qu'il s'entraîne aux États-Unis depuis longtemps. Et pour moi, même si c'est un peu Fedor le précurseur, les Américains ils sont un peu plus grand pound quand même que tout ce qui est Caucase. Et du coup, ouais, il a un net avantage là-dessus. Il fait vraiment mal, que ce soit en coude, en marteau et tout, il fait vraiment mal. Ouais, c'est ça. en Puis grand pound. tu sens que ça claque. Tu Ouais. sens que ça claque très très Et fort. ça peut faire la diff. Donc la suite, parce que c'est intéressant, on supposait que Arman allait s'imposer. Il s'est imposé comme il devait le faire. Maintenant, c'est la suite qui devient intéressante. On va pas se mentir. Moi, je pense qu'il gagne son ticket là, Alex. Il y a Topuria, Arman Saroukian. C'est un des plus gros combats que tu peux faire à l'UFC aujourd'hui. On est d'accord? Moi, j'y crois là. Ouais, moi aussi j'y crois en fait de plus en plus. Il y a trop de taf, Islam. Là, tu peux pas. Honnêtement, il faut savoir quoi dire. Si tu as un Arman qui fait un retour en demi-teinte, tu peux discuter. Oui. Mais là, tu peux pas bloquer 2 KT. Ça veut encore dire. Ça veut dire quoi? Ça veut encore dire faire monter définitivement Ilia. Parce que t'as vu la règle en ce moment, elle est très simple et je pense qu'aujourd'hui, c'est une règle qui est récurrente. Tu montes, tu laisses ta ceinture. Même si c'est temporairement. On verra avec Welling si elle va revenir. Mais moi, je pense qu'il faut pas le faire là. Et je pense que l'UFC va pas le faire. Et en plus, si tu fais Ilia Arman, si Ilia bat Arman, ça légitime encore plus le truc de l'envie de voir Là, oui. Ilia contre Islam. Même s'il reste peu de combats à Ilia, comme on avait dit, et peu de combats à Islam,
honnêtement, là, il y a d'autres combats à faire. Non, mais Moi, c'est ce que je pense très sincèrement. le une défense chacun dont tu avais parlé, je l'aime bien. Ça, Je tu l'aime vois, bien avant ça qu'il commence à puisse avoir se du sens. retrouver. Par contre, on pouvait se dire, il y a les deux noms qu'on sortait du chapeau ces dernières semaines. Soit Geji qui avait demandé le title shot ou la retraite, on rappelle, mais qui lui-même a dit ça va pas être moi. Soit Paddy Pimblett, puisqu'il y a tout le bif avec Ilia Topuria, il y a toute cette rivalité qui est depuis 2022 au moins. Il l'avait fait monter quand Ilia a KOT Oliveira. Ça faisait sens, première de Paramount en janvier, tout ça, tout ça. Info intéressante qu'a donné Ariel Elwani en post-show, samedi, après l'UFC Qatar. Puisqu'il parle de ça, et il revient faire un tweet une heure après, en disant « Les bruits que j'entends, c'est qu'il voulait faire, il n'y a pas dit, sur le premier numéroté de Paramount en janvier, mais que ce qu'il entend là, c'est que c'est plus le cas. » Alors, où est-ce que c'est parti en vrille, je sais pas. Mais ce serait plus le cas, c'est-à-dire qu'ils auraient plus en tête de faire « Il n'y a pas dit ». Dans ce cas-là, parce que je pouvais entendre que tu dises « On fait Il n'y a pas dit ». Je savais même pas qu'il avait dit ça. 2 stars qui vont se faire ça pour la première de Paramount, ça fait sens. Et puis le gagnant, il prend Arman. Tu vois, ça m'aurait pas choqué. Si c'est pas ça, faut faire Arman direct. Bah, Il y a plus de Paddy, t'es d'accord? Ça existe plus en vrai. T'as vu qu'Arman, il a dit moi j'y vais en janvier. Bah, c'est pour ça. Si lui est prêt à y aller en janvier, voire même en février, s'il y a pour une raison ou une autre, peut t'es pas. obligé de mettre sur Paramount, tu peux pas. Bah, je suis d'accord. Mais non, mais tu vois, s'il y a pour une raison ou une autre, j'en sais rien. Surtout peut pas. que. Mais je crois que c'est pas un secret de Polichinelle, ça commence à sortir, mais on parle de Volk en février. Oui, bah, c'est en Australie en février. Voilà. Ce serait logique. Ça comme. Donc on fait Ilia Arman en janvier. Je on vois y va. pas ce que tu peux faire d'autre. En fait, si vraiment c'est pas parce que j'aimerais bien savoir pourquoi ça se fait pas avec Paddy, qui avait l'air quand même pas hyper en shape. T'as vu, on l'a vu 2 fois dans le coin de ses teammates là, Luke Riley et Shaquem Rock. Ouais. Mais il avait pas l'air. Est-ce qu'il est blessé? Ça ressemblait un peu à ça, je trouve. Parce que même dernièrement, il avait beaucoup communiqué sur les réseaux. Faut signer le contrat, faut machin. T'as l'impression qu'il le fait moins là ces derniers temps. Il était pas en shape là. Il y a quelque chose qui se passe qui est pas clair. On va revenir parce qu'on a compris qu'ils annonçaient pas et on va en débattre un peu après le débrief du Qatar, mais que pour l'instant ils annoncent aucune carte de Paramount parce que peut-être que c'est un peu dans les contrats que tant qu'il y a ESPN on peut pas vous annoncer des trucs. Mais si tu faisais Il y a pas dit en janvier, c'était déjà signé en vrai, Aldric. Oui. On est le 24 novembre au moment où on se parle. Il y a déjà des combats de prélims qui sont signés sur cette carte. Voilà, donc ça aurait été déjà t'as compris. En général, c'est le premier contrat. Ça aurait été réglé. Ouais. Les deux là étaient au Qatar ensemble. Tu pouvais même moyen de faire des trucs, même de tourner des petites choses déjà. Non, mais ils sont même pas chauffés. En plus, c'est d'habitude Paddy qui a quand même une bouche. Tu vois. Là, il a rien dit. Donc moi, j'ai aucune info. Hein. Mais regarde, Islam, il a combattu il y a une semaine. Il était en train d'échauffer ses gars. Tu vois. Donc il était dans le vestiaire, en train de montrer des coups de pied, des coups de poing. Dans toutes les images, on a vu l'élite entre guillemets de l'UFC échauffer leurs gars. Le seul qui participait pas à l'échauffement, c'était Paddy. Je l'ai pas vu une fois sur des images. Il peut y avoir un truc. Ouais. Donc là, en plus, si Arman est vraiment chaud pour y aller en janvier, mais let's go, le truc. Ouais, c'est ça qu'il faut faire. Et tu sais, quand même, au bout d'un moment, il faut respecter. Il est numéro 1 au classement. Et il est monté dans la cage. Ouais. Il est quand même 5e, Paddy, tu vois. Au bout d'un moment, il est numéro 1. Il est numéro 1 et il vient de gagner avec la manière. Même si moi, j'aurais préféré un takedown un peu plus set-up qu'aller donner une guillotine pour voir un petit peu ses capacités de lutte. Parce que là, contre Ilia, il faut lutter. Hein. En plus, c'est un gros grappleur derrière. Ouais. Et non, mais en plus, le match-up, il est fascinant quand même. Aldric, Ilia Arman. Arman. T'as très envie de voir ça. Ilia qui aura presque l'avantage au niveau de la taille. Parce qu'il est vraiment. Il fait vraiment 1m70, Saroukan, tu vois. Mais derrière, il y a un grappleur d'exception. Mais Ilia, c'est un très bon grappleur aussi. Debout, je veux pas être rabat-joie sur l'affrontement, mais quand même, quand tu vois avec Dan Hooker, même s'il a touché, il a fait des trucs bien, mais Arman, j'ai l'impression que c'est quand même un poil fragile debout. Hein. Ah mais contre un Topuria, je te parle. T'as eu cette impression aussi? J'avais le sourire parce que j'attendais de voir ce que tu allais dire sur debout. Il y a des phases là, il prend des jabs, il est hyper ouvert par Dan Hooker. La même chose. Moi, je te dis, il y a un gros danger qui se fasse éteindre par Topuria. Dan très Hooker, très gros. Tu sais, des fois, en fait, striker, c'est un fourre-tout. Il y a une boîte, striker, on jette tout le monde dedans. Et en fait, du coup, c'est un striker. Ouais, mais c'est quoi? C'est un technicien. Tu vois, c'est un mec qui repose sur son anglaise. C'est un mec qui est meilleur en kick in range. Tu vois, Ruffy, on avait expliqué que c'était un striker, mais qu'il était plus à l'aise de loin. Hooker, c'est un striker, moi, je dirais, de mental. C'est-à-dire que ce mec-là,
il lâche jamais l'affaire. Il prend des coups, il en donne. C'est pas parfait techniquement. Donc, quand ce mec-là te touche en début de combat, en général, c'est pas quand même très très bon signe, tu vois. Dan, c'est juste un très gros mental et il est assez grand pour la KT, il est longiligne, il y a beaucoup de paramètres. Et moi, quand j'y vois ce qui s'est passé avec Dan Hooker, et que même s'il a fait des bons trucs debout, hein, c'était pas mauvais, il a quand même été perméable. Je me dis que les jeux sont pas faits, mais j'y crois moins quand même contre un Topuria. Moi, je le mets favori. Ouais. Pas d'un tout petit peu, Topuria. Vraiment, Je par suis rapport assez à ça, par rapport au fait que Ouais. les gens oublient que c'est quand même un grappleur d'élite. Enfin, voilà, C'est c'est ça. quelqu'un qui a un très C'est bon un niveau. gra- T'imagines qu'à la base, c'est un grappleur. Et il y a beaucoup de mecs, parce que pour voir un peu les réactions autour de ce combat sur les réseaux, il y a beaucoup de mecs qui pensent il évite Arman parce qu'il sait très bien. Je crois que vous allez être surpris, les mecs. Ouais. Je crois que vous allez être très très surpris Moi très aussi, vite. j'ai pensé ça tout de suite. Parce que debout, c'est autre chose que Dan Hooker. Petite info pour moi, Très Alex autre Herbinet, chose. ils ont pas enlevé Islam du classement. Ils l'ont mis derrière Arman, mais ils l'ont pas enlevé. Ils l'ont. Ah, j'ai même pas. Il est 2 là, il est passé 2 derrière. Enfin, il est. Non, il est 1 ex aequo, autant pour moi. Vas-y. Si, ils essayent vraiment de garder. Et Tenshin vient de perdre contre Takuma Inoue. Première défaite de Tenshin. Ah là là, 7-1, c'est ça. Hein. Mon pari a été raté, mais on en parlera dans Jabenouk, l'émission box cette semaine aussi. Ouais, non, il y a un vrai danger. Il y a un vrai danger pour lui. Il est beaucoup trop ouvert. C'est le truc là vraiment qui m'a cette séquence plus sauté aux yeux. Vraiment. On s'est pas concerté, hein, non, Alex, hein. c'est pour ça que je souriais quand t'es parti là-dessus parce que et en fait cette séquence là, j'ai très bien en tête cette séquence de 2 jabs. Tu dois l'avoir aussi. Tu dis mais défense. Être petit, c'est pas grave. Au contraire, même, j'ai envie de te dire, il l'a pris comme un avantage. Il est très hermétique, dur à toucher, tu vois. Là, c'est ouvert quand même. Hein. En fait, tu vois, sur ces 2 jabs là, je me disais c'est Topuria en face, le bras arrière il part. Hein. Ouais. Et s'il touche, je me suis dit la même chose. Ça peut faire dodo. La lutte, j'ai l'impression qu'elle est pas assez affûtée pour le mettre en danger directement. Tu sais, c'est pas un mec comme Khamzat qui peut shooter de loin. Je sais pas. Ça me paraît... j'ai envie de le voir et il l'a mérité. Ouais, il l'a mérité. Mais. Et il a des armes pour. On dit pas que c'est tout fait pour Ilia, loin de là. Mais je le mets plus favori après ce combat-là qu'avant. T'as vu quand. À cause de ces séquences-là. On a parlé d'Islam. Je t'ai dit, ouais, il y a quand même du gabarit en face, ça tape fort. Et quand il s'est comment dire, il est arrivé le moment de faire un pronostic. Je t'ai dit, j'y crois pas du tout en fait. Ouais. Oui, il y avait des arguments, mais tu vois, pas au point de faire un 80-20 ou un 75-25, tu vois. Et je t'avais dit, je vois Islam passer, il y a trop de scénarios, je le vois passer. Et il s'est avéré. Et ben là. Ouais, c'est un peu le même cas. Je commence à me dire la même chose. Ouais. J'ai beau réfléchir, tendre des cordes et penser à des scénarios. J'y crois de moins en moins. Pas au combat, hein, au résultat. Non, mais en plus, ça reste un combat. Donc, de toute façon, tout le monde a ça. Et puis, Arman est un combattant d'élite. Donc, il a des arguments. Mais je suis un peu comme toi. C'est-à-dire que tu peux faire des scénarios où il gagne. Mais il y a quand même beaucoup plus où tu vois Ilia s'imposer. Mais quand sur 100 scénarios, il n'y en a que 25 ou 30 où c'est lui qui tire son épingle du jeu, ça sent pas bon, quoi, tu vois. Et la séquence dont on parle là, si elle arrive au bout de 30 secondes quand il y a, ça se trouve au bout de 35 secondes, il fait dodo. Où il est ouvert, tu vois. Où il est très très ouvert. Ouais. À voir, mais en tout cas, il est fascinant. Ce match-up, moi, j'ai très très envie de le voir. C'est pas les mecs les moins détestables de l'UFC. Hein. Moi, j'aimerais bien le voir, en fait. Et puis, ça commence. En plus, tu vois, on parlait de Paddy, ça faisait sens avec la rivalité. Là, commence à y avoir une vraie rivalité entre les deux. T'as vu, dans l'hôtel, ils se sont croisés. Il y allumé la petite tape sur le truc. Il lui dit ensuite, je t'ai mis une claque sur les réseaux. Lui, tu dis, c'était pas une claque. Enfin, rendez. Tu vois, tu commences à même avoir des éléments pour vendre une rivalité. S'il est blessé, Paddy, Pimblet Saint-Denis. Au moins, ils bottent en touche, l'UFC. Tu vois, ils se disent, voilà, on lui met pas un ténor de la KT comme ça. S'il doit gagner, il gagne. Et il se le garde pour. Tu vois, tu vois un peu le raisonnement. Je dis pas ça par rapport à Benoît. Moi, je suis persuadé que Benoît va le taper. Moi aussi, oui. Mais tu lui donnes, dans la tête de l'UFC, il lui donne pas Charles Oliveira, tu vois, ou un top contender. Tu le fais en mars ou un truc comme ça, comme il est. Ouais. Ça commence à avoir. Paddy, il a pas combattu depuis avril. Hein. C'est ce que je te dis. Donc, au lieu de lui jeter un Max Holloway ou un Oliveira, tu lui donnes un Benoît en disant, ok, on voit. Si ça passe, on refait la suite. Si c'est Benoît qui passe, il lui vole ça. Mais moi, je commence à y croire à ça, tu vois. C'est quoi, tu le mets sur la carte où il y aura Holloway Oliveira pour la BMF. Ouais. Ça peut être cool. Ouais. Tu lui donnerais pas Hooker à Benoît? Tiens, on va ouvrir ça direct. Ouais, est-ce que tu sais quoi? Moi, Dan Hooker, il me fait vraiment rire. Parce que c'est conclusion post-fight, je t'en citerai 2. Je crois que je serai jamais champion finalement. Et Moïcano, il s'est fait exploser. Moi, je me suis fait exploser. C'est bien qu'on s'affronte pour voir qui est le moins nul des deux. Ça, j'ai adoré. Il est cosmique. Ouais, je suis d'accord. Mais même il a réclamé Moïcano. Donnez-lui Moïcano. Benoît, il est sur. Benoît, il est sur 3 win streak. C'est vrai que ça peut faire sens. T'as raison. Mais je trouvais que même en parlant de Moïcano, il était
Tu peux demander un peu plus haut que Moïcano, en fait. Mais il est là, T'étais il a dit. numéro 6. Mais ouais, mais il a demandé Moïcano. J'ai trouvé ça spécial, tu vois. Donc laissons-le avec Moïcano. Donnez-moi Non, mais je donnez préfère Pimblet. Pimblet. Juste pour voir un truc. Dans ce scénario-là, Tu vois. Mm. Et après, tu peux te dire, si Pimblet bat Benoît, parce qu'on croit pas tous les deux, Moi, j'y crois pas. il peut prendre le gagnant d'Arman. Ouais. Si Benoît le bat, ça ouvre beaucoup de choses pour C'est ce que Benoît. je pense aussi. Après, alors le gagnant d'Holloway et Oliveira, on verra aussi où ça se placera. Mais ça rapproche Benoît des discussions avec ces mecs-là. C'est ça. Pour le title shot d'après. Moi, je vois bien ça. J'aimerais bien. Et tu sais ce qui est marrant avec Arman Ilia, si ça se fait avant le octobre prochain, ce serait le premier championnat undisputed à l'UFC entre deux mecs qui ont 20 ans, qui sont dans leur vingtaine depuis décembre 2018, depuis Holloway Ortega. Ok. Tu sais, on dit tout le temps, il faut être trentenaire pour être quand même avoir de la vérité, maturité. De Tu vois, plus en plus, hein. c'est une preuve. Mais tu vois, Ce serait le premier en 8 ans, c'est fou. Parce que il y a beaucoup Décembre d'experts 2018, maintenant en 7 ans. il y a beaucoup. T'as vu, YouTube est rempli d'experts en physiologie. Alors je blague les gars, mais il fallait la faire. Islam, il est dans son gap pour moi là. Il a 35 ans quand même, hein. Il faut du temps le MMA pour arriver à maturité quand même. Ouais. Moi, j'ai trouvé Islam tellement fort là. Et puis par contre, arrêtez de me dire oui, il est contre les Dagestanais. C'est pas vrai. Vous savez très bien tout le respect que j'ai pour eux. Et même là, le mec, il vient de faire une dinguerie et il est dans les vestiaires avec ses potes pour les échauffer. Et le mindset, il est juste. Qui fait ça, Alex? Non, mais je suis d'accord. Tu viens de faire le combat de ta vie, tu viens de prendre peut-être 3, 4, 5 millions de dollars. T'es pas en vacances, t'es pas en famille, t'es pas avec ta femme et tes enfants, t'es dans le vestiaire en train d'échauffer, de prendre des coups par tes copains. Non, il y a un mindset, il est absolument ultra respectable, hein. Mais on va en parler sur un des autres combats de la main card, avec l'athlète dont tu cites. Notre problème n'est pas avec les Dagestanais, loin de là. En plus, moi, Khabib, j'ai toujours été hyper fan. Même Islam, ça fait longtemps. Vous pouvez réécouter des Fighter Club d'il y a très longtemps où je disais qu'Islam dominerait. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est la mystique autour. C'est-à-dire que quand c'est un mec de leur team, il va forcément rouler sur l'autre et l'autre n'existe pas. Mais c'était pas le cas ce week-end. Voilà, c'est pour ça on va en parler avec quelqu'un. Ils ont eu des déconvenus, hein. Team Khabib, il y a eu pas mal de déconvenus. Non, parce que si tu connaissais le MMA et que tu savais l'adversaire d'Ulanbekov, tu vois, il fallait être un peu plus prudent sur ses pronostics. Donc ça me va nos scénarios. Il y a Arman en janvier. Ouais, mais je pense qu'on se rapproche de plus en plus. BSD Pimblet. Pas d'infos, mais Pimblet, je l'ai senti pas en shape. Alors que normalement, là, il devrait être au top physiquement. On aurait dû voir un mec affûté, tu vois. Et je l'ai senti pas en shape. Je sais pas ce qu'il a, il y a eu un truc. Ou le seul autre truc pour BSD, ça peut être, mais comme tu avais dit l'autre fois, c'est qu'ils mettent un énorme chèque sur Geji pour qu'il l'affronte. Genre à la Maison Blanche, c'est un peu plus tard. D'ailleurs, il peut peut-être faire Pimblet avant, hein, Benoît. Il est très actif. Tu fais Pimblet, tu prends Geji après. Si tu gagnes les deux, tu vas au titre. Make sense. À voir pour la suite. Je pense que... Moi, je pense que c'est en Dax, là, l'UFC. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des petits problèmes. Peut-être on va ouvrir tout à l'heure. Un petit indice aux gens, mais ça va se régler à coup de millions, mais je pense que c'est un peu chaud. Il y a des belles infos qui sont sorties, c'est pas sur des médias MMA, donc tout le monde l'a pas forcément vu passer. Petit teasing pour après la carte du Qatar. Hooker, juste un mot sur lui. Ouais. Il était numéro 6 avant. Moi, je pense que c'était un numéro 6 un peu surcoté. C'est un bon combattant, Hooker, mais je pense pas qu'il méritait d'être numéro 6. En fait, Alex, t'as des combats qui vieillissent mal. Je vois plusieurs mecs derrière lui meilleurs que lui. Tu vois ce que je veux dire? Mais Alex, la victoire, même si c'est une split de Jailin et de Gamrot, elles étaient top. Sauf que dans l'intervalle, Jailin s'est effondré et Mathéus, il s'est fait donner une leçon par Oliveira. Donc ce sont des victoires qui vieillissent mal. Ouais. C'est ces deux victoires qui lui ont donné. Oui, totalement. Ouais. Et Turner pour accéder au top 10 et Gamrot pour flirter avec le top 5, c'est ces combats-là. Et après, quand tu vois la diff avec un Oliveira, même si, respectons Mathéus Gamrot, il a pris un short notice. Mais tu vois, le problème de ça, c'est que plus personne ne s'en rappelle maintenant. Là, ce qui dans la pensée collective, c'est il s'est fait rouler dessus. Non, mais t'as raison, c'est Gamrot qui lui donne ce niveau-là dans les classements. Donc, mais je pense qu'il était trop haut par rapport à ce qu'il vaut Hooker. Je pense que BSD bat Hooker. Je te le dis franco. Oui, et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Nicolas Haute qui a bien compris que la guillotine, elle est tight et qu'il fallait faire attention. Ouais. Tu attaques la même chose avec la tête à l'intérieur. Et c'est tout, tu vois. En fait, c'est pas une faiblesse, c'est que juste, je suis étonné, moi, de la façon dont Tsarukyan a capitalisé dessus, parce que j'ai trouvé ça dangereux quand même. Mais voilà, c'est un striker avec un mental très, très fort et qui a beaucoup de cœur. Mais on voit que il vaut mieux le prendre sur 5 rounds. Il y a des enseignements maintenant qui sont clairs. Ça y est, en fait, le truc du blueprint, moi, j'y crois beaucoup, tu vois. Et là, ça y est. Il ne faut pas être Islam Makhachev pour gagner. On sait que c'est pas super endurant et que sorti de la guillotine, il n'y a pas des armes de fou. Donc oui, Benoît Saint-Denis, avec le game plan adapté par Nico, bat Dan Hooker,
Je vais pas faire un William Gomis. On lui passe le bonjour. Il est à Tokyo, William. Mais je pense que tu pariais votre maison. Ouais, non, je te suis assez. Et on verra, de toute façon, ça va être hyper intéressant cette catégorie des Ouais, moins de la suite, 70. En 2026, il va Ouais. y avoir beaucoup de gros fights, beaucoup de choses qui vont bouger c'est encore. ouvert hein, quand Ouais, même. Hein. très très intéressant. Et donc on attend cette Ilya Harman parce que c'est ce qu'on veut. Mois de janvier, Paramount, Juste. ça nous va très bien. Le Common Event, c'était un combat qu'on attendait beaucoup aussi, avec Yann Machado-Gari contre Belal Muhammad. C'était numéro 2. Parce que Belal était repassé numéro 2, JDM est numéro 1 maintenant et Islam le champion. Et numéro 6, il n'avait pas bougé lui, Yann Gary avant ce combat-là. C'était intéressant comment ça a bougé le classement depuis tout ce qui s'était passé. Donc ça faisait 2 Belal, puisque la semaine dernière on l'avait C'est pas ça. encore le nouveau classement, 3 Morales, 4 Shafkat, Je l'ai aussi. 5 Prates, 6 Gary. Donc avant Exact. ce combat-là, Ouais. c'était ça l'ordre. C'est ça. Résultat de décision unanime pour Yann Gary qui s'impose 30-27 pour 2 juges. Il y a un juge qui donne le round 2 à Belal. Pour moi, c'est 3-0. C'est 3-0. Ouais. Je pense qu'il y a vraiment un mec qui a gâché la vie de Belal. Le mec qui a dit Canelo et Belal dans la même phrase, il lui a gâché sa vie. Plus sérieusement. C'était son coach, non? Je sais plus qui a dit ça. Mais après, attention, il n'a pas été mauvais, Belal. Hein. Mais Yann Gary, toujours pareil. Insupportable avec un micro dans la bouche. Mhm. Mais par contre, il a fait des progrès là. Waouh. Il est a bon. fait une masterclass. Il est bon, je suis d'accord. Et on l'a pas vu takedown parce qu'il est fort sur le dos aussi. C'est quand même un mec qui parle portugais couramment, qui est marié avec une brésilienne, qui fait donc une partie de ses camps c'est chez Shoot Box. Il est fort sur le dos, il est grand, il est athlétique. Je trouve qu'il a pris un gap là, athlétique en plus. Puissant, il se déplace bien. Là, Ouais. il fait le bon combat. Hein. Enfin, il fait tout ce qu'il faut faire. Je le trouvais. Et Ouais. Belal n'a pas été mauvais. Non, non. Franchement. Alors oui, il n'insiste pas assez sur la lutte, mais il a frappé fort avec les poings. Et chaque fois, il y avait le bon déplacement. Il désengageait pile ce qu'il fallait. Je veux dire, il a vraiment envoyé lourd, Belal, avec les mains. Ça aurait pu être fort, tu vois. Et Yann Gary, il fait une masterclass. Par contre, moi, c'est très fort. avant de rester sur Gary, mais parenthèse Belal, tu sais, on en a parlé lundi dernier. À mon avis, on est parti sur une Leon Edwards. Il fait pas un mauvais combat, mais je pense que la perte du titre, après tant de galères pour l'avoir, je pense que mentalement, il y a un truc qui s'est un peu cassé. Puis tu sais, là, en fait. Je serais pas étonné qu'il enchaîne 3 défaites, c'est ça que je veux dire. En fait, je l'ai trouvé quand même. Quand même trouvé bien préparé. Franchement, c'est vraiment Yann Gary. Je veux pas du tout enlever le mérite à Gary parce que Gary fait vraiment un gros combat. T'as raison là-dessus. Mieux préparé que Léon. Et avec plus de mental parce qu'il a ramassé quand même Alex et il y va quand même encore pendant 3 rounds. Donc je l'ai trouvé quand même bien préparé. Maintenant, là, ce qui va se passer, c'est que tu le places où? C'est-à-dire que là, il va se faire tège la deuxième place. Ouais. Normalement, c'est un copier-coller, c'est carreau. Tu sais, comme on dit en pétanque, il lui prend sa place. Donc, 1, Jack. 2, Yann Gary. T'enlèves Belal pour mettre Morales, toi? Là, alors déjà, teasing, on va... le jab culture de cette fin de semaine, c'est notre série Matchmaker et c'est sur les 77 kilos avec tout le point sur la KT et nos fantasy cards. Donc on va avoir beaucoup de choses à dire et on aura le classement. Il y a quand même un truc qui peut impacter sur le moral de Belal, c'est où il va au classement, je te jure, parce que ça, les gars, les fighters, ils vous disent qu'ils ne regardent pas les commentaires des réseaux sociaux, mais ils les regardent. Et ils vous disent qu'ils ne regardent pas le classement, qu'ils n'en ont rien à fiche, mais ils le regardent. Ouais, si par exemple, il le switch, s'il passe 6... T'as compris. Ça peut impacter sur son moral aussi. Ouais, mais moi, je vois un monde où il arrive 6, ouais. Allez, il a battu Sean Brady dans le passé. Sean Brady est 7. Donc Ousmane Yann est 8. Gary était 6. Ousmane est 8. Ouais, c'est ça. Donc, la KT, il y a un monde où il arrive 6. Ouais. Moi, je suis désolé, je le mets pas devant Morales, pas devant Shafkat et pas devant Prates. Voilà. Donc c'est 6. Ouais. Donc c'est interchangé directement avec peut-être Prates quand même, si tu tiens compte du fait qu'il a perdu contre Gary aussi, mais pour moi, il a perdu de façon plus brillante. Tu vois, s'ils prennent ces paramètres en jeu, moi, je le mets quand même 5 ou 6. Quoi. Je suis content qu'on ait le nouveau classement quand on va faire notre jab culture, parce que ça va non, c'est hyper aussi ouvrir plein de trucs. Il peut passer 6. Non, mais tu vois, là, c'est 2 défaites de suite, alors qu'il sortait de sa série de 11, enfin 10 victoires, un no contest. Le no contest avec... Oui, tu rentres dans la mauvaise spirale. Le mental qui, défaite après défaite, commence à gamberger. Et ça sent la Léon Edwards. Ça sent 3 défaites de suite. Est-ce que c'est Moi, pas son le moment... prochain combat... Est-ce que c'est pas le moment de le mettre contre Léon? Ce combat qui s'était arrêté avec un high poke. À la limite, why not? Enfin, qu'ils ont refait aussi pour la ceinture, parce que là, leur tu refais le combat. Ouais, le troisième, la trilogie. Au moins, t'es sûr qu'il y en a un qui repart dans l'avant, mais
Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le Est-ce que mettre. c'est pas le... Ou un Buckley aussi, tu peux sortir un Buckley du chapeau. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont le mettre contre quelqu'un d'autre, un mec plutôt comme ça, et que quand il faudra le preview, ce combat-là, Aldric, Bah, je serais pas méga confiant pour de toute Belal. façon, Je te le regarde, dis tout de suite. la KT, c'est vite vu. Sorti de cet enfer de prospect avec un Sean Brady au milieu, t'as Buckley, Bonfim, Burns, Colby, mais je sais même pas ce qu'il faut. Là, vraiment, là. Tu sais, Colby Covington, je finis le classement, après je te dis à quoi il me fait penser, parce que, en fait, je te le dis maintenant, Non, mais là, il c'est me fait penser à Mesha Tate, que tu as toujours dans le classement de Nora. Dans la catégorie de Nora, tu as Mesha Tate, ça fait 150 ans qu'elle est là. Tu as l'impression qu'en fait, ils n'arrivent pas à l'enlever, ils n'arrivent pas à appuyer sur effacer. Colby, soit ils veulent se taper un délire à l'avoir à la Maison Blanche, et donc il ait un classement à côté de son nom quand il combattra, mais sinon, il n'y a rien à foutre. Mais je crois quand même que Mesha Tate, elle a combattu avant Colby, hein. Faudrait vraiment vérifier. Faudra vérifier. Mettez-le moi en commentaire si vous voulez, mais Mesha Tate et Colby, on dirait qu'on peut pas les effacer, tu sais, du classement. C'est l'enfer. Mais par contre, On regarde, n'est plus quand même qu'à 2 places de ce que Colby dégage. c'est vrai. C'est Mais, important. mais- Au fur et à mesure, on les Mais perd. tu sais que la fin, elle fait peur aussi quand même. Hein. Geoff Neal, Mike Malotte, qu'on a vu faire une méga prestation il n'y a pas très longtemps, et Daniel Rodriguez, Ah, je te dis, c'est pas mal aussi la fin. Hein. le jab culture va être fou parce que cette Ouais. KT est incroyable. Mais, Et juste au passage, hein, t'as vu le 13 décembre, t'as vu qui arrive? Il y a Yaroslav Amosov, l'ancien champion du et c'est Bellator, Neil Mani qui va le réceptionner. contre Neil Magny à l'UFC Intéressant, Apex, hein, ça. ouais, pour le dernier combat, dernière carte de l'année UFC. On rappelle, c'est 28-1 l'Ukrainien, ancien champion du Bellator. On est d'accord que, attention, s'il roule pas sur Neil Mani, il y a un problème. Oui, On est là, d'accord on ou est pas d'accord. Ben, moi, je pense que ça va être plus compliqué qu'il n'y paraît. Eh ben, peut-être, parce qu'en plus, on a vu des mecs arriver d'ailleurs, mais ça fait un nouveau player. Non, mais c'est bien. Tu sais, je trouve que la politique de l'UFC, ce qu'ils font en ce moment, c'est intéressant. Ouais, hein. c'est très intéressant. Ils sont ouverts, ils vont chercher les mecs. Par contre, il roule sur Magny, tu vas tout de suite lui donner un top 15 Ah, à bah là, faut Amosov. me donner... Eh oui. Tu sais quoi? Parlons-en, tiens. Ouais, il roule sur Mani, il faut cache lui envoyer un Buckley ou un bon film pour tester, tu vois. Ouais. Et après, derrière, il va se mettre avec les loups. Donc dans ce cas-là, ça te fait un nouveau player Ouais. dans cette Ah non, mais KT qui est clairement. déjà. Tu sais que moi, je suis très Enfin, copain avec ils vont Neil peut-être Mani. donner le title shot Non. à Ousmane, tu viens de me le dire. Il est 8ème. Ouais. Enfin, cette KT, Ouais. c'est la folie. Moi, je suis copain avec Neil, donc j'espère que Neil va faire une bonne presta. Mais pour dans mon livre, si tu enlèves mon amitié avec Neil Mani, bien sûr que ça fait un prospect de ouf. Il a une défaite, le mec. Ouais, Il a ouais. 28-1. C'est génial. C'est pour ça que je te dis, C'était Moi, Jason Jackson, j'avais ouais, sa défaite. j'y ouais. crois, moi, Parnasse à l'UFC en 2026. Voilà. Moi, je te le dis, clairement. Ça y est, ils ont compris qu'il fallait aller chercher des gens ailleurs. J'ai aucune info de Hatch, parce que même si on est amis, jamais je me permettrais de lui dire qu'est-ce que t'en penses, machin. Je veux dire, moi, j'y crois. Ouais, tu crois qu'il Moi, pourrait, je pense que Saladin Parnasse pourrait va faire en signer à sorte l'UFC en 2026. d'être Oui, assez monsieur. attirant pour Oui, monsieur. Saladin. Ouais. Comme ils l'ont été avec Keita, comme Ouais. ils l'ont été avec d'autres dernièrement. Ouais, Moi, j'y crois. Je pense, et en plus, ça va aller avec une autre info qu'on a là. Ah bah tiens, je la donne direct parce que c'est intéressant. Des journalistes que je suis très intégrés à Las Vegas, Ok. qui explique que pendant le week-end de F1, il a parlé avec beaucoup de gens de. Ah oui, c'était ce week-end aussi. Oui, d'ailleurs. c'était ce week-end à Las Vegas. Il a parlé avec beaucoup de gens de l'événementiel à Las Vegas, des gens qui tiennent des salles, qui tiennent la T-Mobile, les machins. Et que ce qui tourne en conversation interne chez ces mecs-là, c'est que l'UFC est de moins en moins enclin à faire beaucoup d'événements à Las Vegas. Parce qu'il n'y a plus de champions américains. Parce que ça marche d'aller faire payer au gouvernement les side fees, tu vois, pour accueillir des événements ailleurs. Et donc, il y aurait de moins en moins de choses aux États-Unis à partir de l'an prochain. Qu'on serait sur une internationalisation encore plus grande de ça. Bon, make sense. Donc ça va avec, mais ça va avec leur politique là, tu vois, d'aller chercher des mecs aussi Ouais. partout dans le monde parce qu'en fait maintenant c'est un roster mondialisé. Ouais, puis regarde. L'important c'est d'avoir des stars dans tous les pays. Alex, regarde ce qu'ils font. Aujourd'hui, on n'a pas les infos, mais Qatar, l'Arabie Saoudite, Mhm. Abu Dhabi, ils lâchent combien pour avoir ces événements? Bah oui, non mais les side fees c'est énorme. Tu vois, C'est et pour énorme. l'instant, t'imagines les dates? C'est-à-dire que, rappelons-nous du contexte. À la base, ils y étaient allés quoi? 2 fois pour le Mhm. Fight for the Troop du côté de l'Orient. Avant le Covid, avant tout. Ils y étaient allés peut-être 2 fois. Je me rappelle qu'il y avait eu un Renzo Mathieu, je crois, qui était Ouais. pas très en Orient. Mais ils y allaient très rarement. Ensuite, il y a eu le Covid qui a changé un peu la donne, mais c'était plus pour pouvoir continuer à travailler qu'autre chose qu'il a fait ça. Mais regarde aujourd'hui. Non, et là c'est un Abu Dhabi. Et tu sais que Bahreïn, on les a pas encore vus arriver, mais il y a aussi beaucoup d'argent. Ils ont été le berceau du MMA amateur et du Brave pendant des années. S'ils ont envie de lâcher, ils lâchent aussi. Hein. ça marche, ça marche la scène locale. Enfin tu vois, tu t'amènes d'autres types de combattants. Ils rapportent un paquet d'argent et les side fees. Et tu t'es repris la news puisque je l'avais plus loin, mais voilà. Sans des nouvelles, je cite ce que dit le mec, hein, sans des nouvelles stars américaines,
ça devient plus dur. Donc les mecs qui connaissent bien ce milieu-là disent que ça devient plus dur de vendre, de faire des gates, donc des gains à la billetterie énormes aux États-Unis. Ça devient plus dur de justifier que tu sois si souvent à Las Vegas, et plus facile pour l'organisation d'aller vers ces side fees internationaux garantis, comme c'était le cas au Qatar ce week-end. Mais Donc on peut aller tout droit vers plus de ça. Je suis désolé les gars, j'ai pas regardé ta info sur combien il y avait de place. Moi je vois moins de 10 000 personnes Non, dans cette c'est salle. pas une grande salle. Mais c'est le gouvernement qui paye, toujours pas. Bon, Ouais, toi, bien sûr, on c'est va le en gouvernement. termes side fees, tu vois, mais je pense que ces dates-là, il va y en avoir de plus en plus. Et je te dis, ça Pareil va en arriver. Australie, Ouais. pareil, tu vois, Mais même, regarde, au quand ils Canada, Même pareil. quand ils vont en France, des 4 millions, 6 millions de billetteries, c'est pas tous les jours quand Non, même, tu vois. non, c'est pas Donc, toujours que tu fais ça. Et tu vas plus pouvoir faire ça en fait à l'international. Donc on va vers ce développement-là, c'est évident. Et d'ailleurs, ce week-end, c'était marrant, mais il y avait un gros événement de boxe qui était à Riyad. Donc ce week-end, tu avais Ouais. l'UFC au Qatar, le gros événement de boxe avec monsieur le génie Bam Rodriguez. Allez voir ce footwork d'exception. C'est l'événement qui était sur DAZN, c'est ça? Ouais, exactement. J'avais Donc- regardé un petit peu. Donc Arabie Saoudite et Qatar, Ouais. centre du monde des sports de combat En ce moment, oui. pour un week-end. En ce moment. Et- Pas pour un week-end, Non, pas Alex, pour un week-end, parce mais que tu vois, là- sur ce week-end-là, tous les yeux étaient là. Et Tous les yeux t'imagines, étaient dans la l'année prochaine, hypothétiquement, hein, tu peux avoir 2 dates à Abu Dhabi, 2 dates en Arabie Saoudite. Là, maintenant, il y a le Qatar qui arrive. Je pense que le business a été bon. Ils vont Tu peux t'en avoir ils vont encore t'en faire une ou deux deux aussi. dates. Bah oui, ils vont t'en faire deux. Est-ce que Bahreïn va se réveiller parce qu'ils ont aussi les ronds pour le faire? T'imagines? Ça veut dire que, allez, il y a un monde où il pourrait y avoir entre 6 et 8 dates dans ces pays. Mhm. C'est colossal. La, C'est moitié, colossal. la moitié de tes champions viennent du Caucase, Géorgie, Daghestan, Tchétchénie. C'est plus facile pour avoir ce public local dans ces endroits-là. Et tout est réuni pour qu'on ait de moins en moins de trucs aux États-Unis. Je suis Vraiment, d'accord. ouais. Mais là, les premiers événements Paramount, on sait que c'est à la T-Mobile, ils ont réservé la salle, ça a fuité. Mm. Donc ça, c'est une certitude. C'est pas un scoop. Non, mais tout de le toute monde le sait, façon, mais je vous le dis. de toute façon, c'était logique que pour la première Première date, Paramount, Paramount. qui est le diffuseur américain, qu'on aille vers les États-Unis. Après, comme tu le dis, aujourd'hui, est-ce que la magie Alors, j'ai pas, même si j'ai habité aux États-Unis, j'ai pas assez la culture pour comprendre, mais pour moi, c'est pas du tout embêtant. Aujourd'hui, 80% des programmes, ils se regardent en rediff. Ouais. tu C'est vois. pour ça que Paramount, Tu vois. c'est très facile pour eux. Parce qu'en effet, le mec, même si c'est pas à l'heure machin, bah, le mec, il pourra se le mettre plus tard s'il C'est veut ça. son Tu vois, truc. donc moi, je pense que Il c'est a pas à être c'est à plus l'heure. trop un problème, ça. Il a plus pas à être à l'heure devant l'écran parce C'est qu'il a ça. payé $80 de pay-per-view. Payer 80 balles de pay-per-view pour regarder un truc en différé, non. Mm. Mais à partir du moment où c'est compris dans ton abonnement et que tu es sur une. Plus la cible elle est large, moins ils sont exigeants les gens. C'est-à-dire que là, on est d'accord que c'est 17 balles Mais l'abonnement. oui. Mais vois. il disait que ça allait un peu augmenter, mais ça va pas Combien augmenter même des masses. Quand bien même. Et en effet, eux, ils seront plus. On a vendu tant de pay-per-view. Ce sera pas ça le chiffre. C'est ça. Le chiffre, ce sera après 2 semaines de l'événement, combien de mecs l'ont regardé. J'avais regardé les stats sur Netflix. Ça les change gens tout. ils regardent plus en différé qu'en live. Mais ça m'étonne pas. Sur les événements qui sont en live. Tu sais, Donc- boxe, catch et tout. Donc tu vois, ton bilan, il se fera pas le jour même sur Voilà. le nombre de ventes, il se fera 2 semaines après ou un mois après. Tiens, combien de mecs ont regardé l'UFC C'est ça. 324? Donc il y a un monde où c'est Ok. en train de changer. Et tant mieux pour nous, parce que t'imagines, si vraiment ils acceptent d'arrêter les horaires américains, Ah bah là, tu peux avoir un là numéroté tu en peux avoir France. un UFC Paris. Parce Oui. qu'on peut pas, nous, on n'est pas les Anglais. La France, on est encore un peu vieille école. Tu peux pas faire travailler les gens à 3h au Non, matin. Et t'as même un truc de, il faut que, par exemple, à Paris, il faut que les métros soient Exactement. sur les horaires, sinon, Donc- sinon, si les gens sortent de la salle, c'est le bordel. Mais si vraiment ils travaillent comme ça, et si vraiment Paramount n'est pas upset sur le fait d'avoir du live, d'avoir les horaires américains tout le monde et qu'ils ciblent la review, oui, tu peux avoir un UFC numéroté en France. Ah, moi, je serais très intéressé d'avoir. C'est Ellison, je crois, qui s'occupe le patron de Paramount maintenant. Je serais très intéressé de l'entendre sur tout ça. Parce qu'en effet, c'est eux qui vont dire. Si eux, ça les dérange pas ça, on est parti pour. Si ça se trouve, l'an prochain, on se refait un bilan et on se dit l'UFC est en train de changer. Mais même pour C'est-à-dire nous, pas changer total, mais t'imagines vraiment de s'internationaliser plus 7-8 globalement. dates en Orient, 2 dates en Angleterre, une date en France, peut-être une date en Espagne. Ah, Ça d'ailleurs- te fait 10, 12 UFC où tu as nos horaires à nous. Justine prépare la boardroom, va y avoir du live sur Jab Life en 2026, va y avoir du live. C'est parfait, c'est juste parfait pour nous, vraiment. On revient sur Gary quand même pour finir sur la suite. Alors on va en parler dans Jab Culture, donc on va pas tout défricher dès maintenant, mais il y a J'ai pris une une, petite note. il y a une question qui est simple. C'est lui qui mérite Islam? Non. Non. Moi je pense que oui. Ouais, moi je pense que oui. Non, Si on- non, frérot. Si on refait toute la liste, donc Alex, j'ai dit frérot, mais c'est pareil. On se cache pas, on est très amis dans la vie de tous les jours. Mais oui, il a été très impressionnant. Mais laisse-moi finir, après je te donne la Vas-y, main. vas-y. Je te laisse répondre à ça. Mais je vais pas te dire non. Je vais juste te poser une question ouverte. Belal Brady, c'est pas la même chose, je suis d'accord. Mais pour toi,
qui a fait la meilleure presta? Est-ce que c'est un mec qui a, ok, pas perdu un round, ok, fait une très belle presta contre un Belal qui venait de perdre sa ceinture et qui, même si je l'ai trouvé bien préparé, a perdu un petit peu de sa superbe contre Jack? Ou est-ce que on parle d'un mec qui a fini Sean Brady dans le premier round? Donc En Morales. parlant de Morales. Ouais. Pour toi. On va même pas chercher Prates, La- machin, parce que Prates a perdu contre Brady. Pour moi, il est exclu du débat temporairement. La plus belle, Prates a perdu contre Gary, pardon. la plus belle perf, Ouais. c'est Morales. Voilà. Maintenant, chacun a sa petite question pour Oui, piéger l'autre. Et ben moi, la mienne, dans la liste des 5 là, du début. Bon, il y a toujours la possibilité qu'il donne Ousmane. D'ailleurs, Ouais. Ali Abdelaziz a pris le compte d'André Cerudo pour dire c'est vraiment le combat à faire. Il est quand même marrant avec les comptes Twitter de ses. C'est un caméléon, combattants. Ali Abdelaziz. C'est extraordinaire. Dans la liste des 5 premiers là, Ouais. qui a 2 victoires contre des grands noms sur ces deux derniers mais combats? je suis d'accord avec. Quel est le seul qui a ça? Ouais. Non, c'est Yann Gary. Je suis d'accord C'est avec. Yann Gary. Après, en fait, moi, Alors, il a perdu contre j'adore Shavkat il y a Gary, même pas un an. C'est ça. Mais tu connais l'expression qu'on dit. Ce sport est aussi bon que sur Non, tes dernières je trouve prestats. vraiment qu'il a pris un gap, mais en fait, moi, c'est juste l'analyste. Là, c'est l'analyste et l'entraîneur qui parlent. Quand je vois les progrès qu'a fait Yann Gary entre sa sortie contre Shavkat et celle qu'il nous a fait contre Belal, et que je vois son âge, attends, il a 26, 28, 26 ou 20. Attends, je l'ai noté, hop, autant pour moi, que je dise un truc précis, 28 ans. Ah, donnez-lui un an encore, donnez-lui encore un combat, peut-être la revanche contre Prates ou peut-être la revanche contre Shavkat, justement, tu vois. En fait, ce qui nous pose problème, vraiment, ça va être magique jeudi d'enregistrer cette émission-là, parce qu'il y a tellement de débats sur cette KT. Ce qui pose problème, c'est Shavkat. Si Shavkat il est actif et qu'il continue d'enchaîner les victoires, il n'y a même pas de débat. Je suis d'accord. Ça aurait Mais en été fait, si Shavkat. tu veux, Mais comme il n'est pas actif, on ne sait même pas quand est-ce qu'il va revenir. Morales, il a 26 ans. C'est le seul cas. Là, si tu Oui, je prends suis le top d'accord. 5, c'est le seul cas de 2 victoires contre C'est 2 vrai. des mecs du top Ouais. 5. Puisqu'il a Belal et Mais Prates. après, en fait, égoïstement, mon raisonnement, je te le donne, moi. Comme ça, tu l'entends et tu me dis si t'as un truc où tu n'es pas d'accord. Morales, il a 26 ans. Et en fait, j'ai aucune idée de son niveau, s'il progresse ou pas, parce qu'il est tellement. Attends, il finit tout le monde au premier round Ouais. quasiment. Ah bah oui, non, mais Donc, ça, on aucune est idée d'accord. d'avoir son niveau. Est-ce qu'il progresse, est-ce qu'il progresse pas? Et en plus, c'est le même que Gary en taille, mais il est 2 fois plus large. Donc, il a un gabarit. Je sais pas s'il a des os en carbone, mais en tout cas, il est capable de faire le poids et il l'a jamais raté. Donc, je me dis, allez, même s'il perd maintenant, le mec qui est invaincu, Gary a déjà perdu. Donc, ça y est, c'est fait, tu vois. Donnez Morales, qu'on voit Islam face à un énorme 77 qui vient du judo. Parce que énorme, ça veut tout dire, rien dire. Je t'ai dit qu'Islam, pour moi, il était capable de lutter avec des mecs de 93 kilos, tu vois. Donc, non. Un mec qui vient du judo et qui tape comme un sourd. J'ai envie de le voir parce que Gary, par contre, j'ai vu un très gros progrès. Entre le Gary de Shavkat et même le Gary de Prates, je t'ai trouvé encore plus fort, là, Alex. Je trouve qu'il set up mieux ses coups. Avant, tu sais, il sortait un peu à l'arrache, je trouvais, quand il désengageait. Tout ce qui était déplacement antéro, postérieur et tout, c'était pas ouf. Là, j'ai trouvé plus mesuré dans sa responsabilité défensive. Il a varié plus encore que d'habitude. Je l'ai trouvé vraiment fort. Et je me dis, les gars, donnez à Morales le title shot qu'on voit le monstre contre Islam et que Gary fasse encore un fight pour qu'il arrive. Il sera pas à son momentum de carrière parce qu'on a vu que c'est plutôt 33, tu vois, 34 ans. Mais il aura pu progresser encore et il y aura une adversité plus importante pour Islam. Voilà, c'est un avis un peu égoïste en fait que je te donne parce que je vois vraiment des progrès dans le jeu de Yann Gary. De toute façon, je te dis, Ali Abdelaziz va casser tous nos plans puisqu'il va réussir à imposer Ousmane et puis on sera bien là tranquille. Et on a déjà dit que c'est un combat Il qui se faut regardait. respecter les anciens Voilà. et il faut savoir respecter le travail qui a été fait. Le mec, on en parle de lui comme le GOAT. Si on avait pu revenir dans le temps et faire un GSP Khabib, on l'aurait fait ou pas? Oui, non, mais bien sûr. Je vois Là, ce que- là, on y est dans le temps. Alors, même si c'est plus le Ousmane Prime, moi, la presta qu'il fait contre Khamzat et surtout son retour contre Buckley me laisse à penser qu'il est encore là. le gars. Ouais, non, mais je peux entendre. On en a déjà Tu parlé après New York. Ça s'entend. Ouais. Ça s'entend qu'il donne Ousmane. Mais entre j'ai- Ousmane et Yann Gary, je mets Morales dans l'équation. Mais regarde, si c'est pas Ousmane, on donne Gary à Islam et puis Morales Prates. Comme ça, le vainqueur de celui-là, il est sûr d'avoir le title shot d'après. Mais ça m'intéresse moins, Morales Prates. Parce que je te dis, Prates, je pense qu'il a. Ou il l'éteint, ou il se fait Bah. vraiment out-grappler. Bah, soit Prates, il s'impose et c'est bon, tu peux lui donner son title shot. Soit Morales s'impose et il n'y a plus de discussion. Ouais, c'est lui ouais. qui méritera. Mais je te après. dis, Gary, c'est juste dommage parce que c'est un peu tôt.
Tu vois, c'est Mais juste ça. rendez-vous jeudi. Ouais. Comme ça, on termine là-dessus. Rendez-vous. On enregistre jeudi, mais rendez-vous ce week-end pour notre matchmaker, notre série matchmaker sur les 77 kilos. Vu le nombre de DM que j'ai reçus sur celui-là, les gens l'attendent. Ouais. Et surtout nos fantasy cards. On va pouvoir voir ce qu'on ferait si on était Et matchmaker les avec gars, tout le on a monde. bien eu vos Et pas de messages. blessés, hein. Ouais. On a bien eu vos messages. Tu sais, ils nous ont écrit plein de messages pour dire qu'ils aimeraient l'avoir le jeudi ou le vendredi. On en a pris note. Alex est en train de regarder comment il place l'anglaise. On verra sur la programmation 2026. C'était parce Mais- qu'ils nous ont. Il y en a plein qui nous ont répondu. Et même en fin de semaine, j'étais là au bureau, Justine, elle regardait tous les commentaires pour voir quand est-ce que c'était mieux de le mettre. Tu vois. On Sans travaille en message. équipe C'est pour tout ça. Justine. Ne fais pas Ouais. que des marathons, Justine. Mais ouais. Elle bosse. Hein. Ils seront tous disponibles pour nos fantasy cards. Hein. Donc, Shafkat, tu peux l'utiliser comme tu veux. D'accord. Voilà, c'est la petite parenthèse pour teaser également. En tout cas, ouais, impressionnant. Et tout ce qu'on avait dit avant le Madison Square Garden, hein, ils ont tous gagné les mecs qui étaient en dessous. Le top 5 est complètement Tant mieux. chamboulé Elle en est bien une la semaine. KT, là. Extraordinaire. Ouais, Extraordinaire. je suis content, moi. Je pense que c'est le meilleur moment des welterweight Ouais. de l'histoire. Je suis d'accord avec toi. De l'histoire de l'UFC. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas pour ça que des JSP ou Ousmane n'auraient pas pu être très bons si tu les mets là. Mais globalement, sur la densité de la KT. Après, attends, l'époque de Georges Saint-Pierre avec Carlos Condit, Thiago Alves. Non, il y a des matchs quand même. Il y a des hein. mecs que j'adore. Hein, qu'on dit, Hein il y a des mecs que j'adore, mais je pense qu'en densité jusqu'au top 10, là, Ouais. ouais, quand même. Il Ouais. y a quelque chose d'assez fou là. Ouais, d'accord, c'est bon, tu m'as convaincu. Carte de rêve à revenir donc dans Jab Culture en fin de semaine. Volkanos Demir qui met son TKO Runda à Alonso Menifield, c'était numéro 9 Wow. contre numéro 14 des Light Heavyweight. Bon bah Volkan qui restait sur la défaite contre Carlos Ulberg, hein, c'était en novembre dernier, il y a un an. Voilà, ça repart bien pour Volkanos Demir, superbe KO. Ouais, puis quand tu vois quand même les deux derniers combats contre Oumar Sy, et même si, ok, Oumar, il n'était pas comme d'habitude, mais il avait montré plein de trucs. Il était quand même dangereux, Menfield, tu vois. Contre Julius Walker aussi, il avait fait des bons trucs, même si c'était une split. Il a joué avec. Ils ont très bien identifié les mouvements latéraux qui fait un peu façon boxe anglaise en capitalisant sur le genou. L'enchaînement est absolument magnifique. On dirait un 61 kg, la vitesse. Volkan. Ouais, Volkan quand il est. Ah ouais. Ouais, quand il est. Ah on, ouais. on oublie des fois qu'il est Volkan en fait, enfin qu'il il a des vraies qualités. Ah ouais. On- C'est pas que taper fort, hein, être Non, un gros non, baril, non, va ouais. vite. Hein, c'est le setup qu'il fait là pour mettre le KO, c'est Ah, mais absolument Tu dingue. vois, hein. quand la séquence commence, tu sens, oh là là, ça Ouais. va faire mal parce que c'est Volkan en plus. Il l'a pulvérisé. Ça va taper très fort. Et Menifield, t'as raison, parce que avant Walker et Oumar, c'est Mourzakanov et Hulberg, et Ouais. c'est 2 KO qui prend. C'est ça. Donc Menifield, tu sens bien que, ouais, c'est peut-être fin de top, mais ça, il montera jamais plus. Ouais, haut. C'est c'est pas un mec du top entre 10. 12 et 15, Ouais, quoi, voilà, tu c'est vois. pas un mec du top C'est- 10. Il a sa limite, Alonso Ah ouais, Menifield. je en suis fait. d'accord. Tu vois, et par exemple, quelqu'un qui l'a battu comme Oumar, je pense, a la possibilité de grandir plus haut qu'un Ben, bien Menifield sûr. aura Je son suis d'accord arrêt. avec toi. C'est Mais peut-être il lui a roulé dessus. peut-être un combat à refaire. Peut-être. Ouais. Je Ouais, sais ouais. qu'ils aiment pas quand c'est trop rapide comme ça, les revanches. Non, y a mais pas ça vraiment a de du raison. sens en fait. hein. Mais avec ce qu'a fait Oumar à Paris, pourquoi pas. Écoute, Qui a dans la quête. moi j'ai très hâte de voir le prochain combat d'Oumar, voir qui ils lui mettent. Qui tu penses? Attends, je Je suis j'ai très j'ai mon petit intéressé de voir classement. ça. Je sais pas quand ça tombera, Euh, et on rappelle qu'il a fighté en septembre, donc c'est pas forcément tout de suite. Tu sais qui je Mais- pense, moi? Un petit France-Chine. Ouais, ok, ouais, je vois. Ming Yang. Qui sort de sa défaite. Ouais. Ouais, pourquoi pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, ça- et en fait, en plus, c'est un match-up plus neuf que de refaire Menifield. Ouais. Donc ça, Non, ça Ming peut Yang, avoir il est plus de 15e. sens. C'est Ouais. top. Ouais, Tu ouais. lui prends sa place. J'ai vraiment très hâte de voir Oumar où est-ce qu'ils vont le placer. Autre chose à dire sur ce combat-là, c'est assez basique hein, parce Non. que ça va vite. Hein. Ah, il s'est fait rouler dessus. On peut pas... Donc on passe à Mick Tibek au roll-by, qui lui aussi KO Rondin Alors, contre Jack Hermanson. oui, on l'a pas mis dans les 70 parce que pour moi, la majorité de sa carrière UFC est à Oui, 77. et on l'avait dit, des Donc catchweight, là, un il fera 77, partie de ce... un seul combat à 70. Là, vous l'aurez dans nos Voilà. possibles matchmaking. Mais en fait, et ce combat-là, donc Hermanson, on rappelle, il avait fait toute sa carrière, pas que UFC, toute sa carrière en moins de 84. C'était son premier Ouais. combat à moins de 77. Rollby, c'est un 77, Aldric. C'est Il est jamais été un costaud, hein. 70. Enfin, tu vois, Non. il a beaucoup de mal. Il avait beaucoup de mal à faire le poids. On voit que contre un mec qui vient de la caté d'au-dessus, il est capable d'avoir de mettre KO les mecs. Rollby, c'est un 77. Il faut qu'il s'inscrive dans cette caté folle où il a des qualités. Je sais pas jusqu'où il montera, mais c'est un 77. Il faut qu'il s'inscrive là-dedans. Et je pense qu'il va s'inscrire là-dedans. Ouais, après, je te dis la vérité, j'ai pas très bien compris le move, moi, de descendre à 77 à 37 ans. Moi, Non, Hermanson, non, il n'y a pas ouais, beaucoup de sens. j'ai pas très bien compris le move. T'es sur 2 défaites d'affilée. T'as pas d'avenir dans Non. cette caté-là, vu en plus tous Non. les requins qu'il y a dans cette caté-là. Surtout qu'en plus, il avait déjà pris des mecs quand même costauds. Je Non, rappelle j'avoue. sa victoire contre Joe Pyfer, même s'il avait vraiment pas été bon, Pyfer à ce moment-là, en 2024. Mais j'ai pas très bien compris le move. Voilà. Non, je suis honnête avec suis, toi. je suis très très étonné aussi, mais tu vois,
pensais qu'il offrirait en plus un peu plus de résistance, hein, au roll by. Ben, il prend sur l'oreille. T'as vu que quand même, je dis pas un lucky punch, il est très bien setup le coup, Ouais. mais il passe à l'extérieur de la garde et il touche l'oreille. Là, tu Oui, peux je vois, rien faire, gros. ça peut. Il y a quand même beaucoup de réussite. Hein. Oui, c'est de la réussite plus que Ouais. du lucky. C'est pas un lucky, mais il y a Non. beaucoup de réussite sur cette droite qui arrive extérieure, qui vient mourir sur l'oreille. Quand même un petit peu enfin tu m'as compris, pas Ouais, ouais. chanceux, mais voilà. Au roll by, alors on l'a dit, il n'avait fait qu'un vraiment à 77 à Ouais. l'UFC. Il y en avait un à 70 et deux catchweight. Il passe à 4-1, je crois, à Ouais, l'UFC. 27 ans, 15-2, 4-1 à l'UFC. Pareil, hein, en vrai, une victoire contre un mec, tu vois, autour du top 20 là, au prochain combat, 77, il commence à s'inscrire aussi dans des discussions de top Ouais. 15 rapidement, hein, au roll by. Ouais. En plus, les gens l'aiment bien, il a un personnage et tout. À voir. Ouais. Moi, j'ai envie de le voir s'installer chez 77 et voir ce qu'il peut faire. Ah ben là, il va lui falloir. Moi, j'espère. Moi, je le mets sur. Je te dirai pas contre qui, mais je vais le mettre sur ma fantasy card, un mec comme ça. Bon, alors moi, je te dis pas contre qui non plus. Ouais. Bah, t'es pas obligé de le mettre d'ailleurs. Moi, je vais le mettre. Ah mais ouais. tu vois, ouais, c'est un mec qui peut, en plus, qui te fait du spectacle et tout, Ouais. donc intéressant de voir ce qu'il va Ouais. devenir en 77. Là, tu sais qu'on a une potentielle star chez les poids lourds avec ce mec-là. Mais bien Waldo sûr. Cortés Mais bien sûr Acosta, qu'on a une star. qui arrive, qui met Shamil Gaziev KO au round 1 également. Il l'envoie aux enfers, là, avec sa droite. C'était... Donc, Après, ça te fait toucher encore. Hein. c'était encore Spivak, touché, hein. c'était Sergei Spivak, c'est ça qu'on vous a prévu lundi. Spivak pull out quoi, mercredi, jeudi, quelque chose comme ça. Le mec, t'imagines, mercredi dans son canapé, il prend l'avion jeudi matin. Prend l'avion, pour, il cut un peu parce qu'il était au-dessus de la limite des ouais, poids lourds. il est au-dessus des 120 lui tous les jours. Donc il cut un peu, il prend ça à 2 jours de suite, hop, il prend l'avion pour aller au Qatar. Il arrive, il KO Gaziev qui était numéro 11 quand même. Donc c'est pas, il était pas au-dessus de lui, puisqu'on rappelle que Waldo Cortés Acosta était numéro 6. Il le KO. Il re-call out Aspinal au micro. Il a son patch sur l'œil pour chambrer Aspinal. Il donne un patch à Michael Bisping, qui est mort de rire parce qu'il a bien compris. Vous savez que Bisping a perdu un œil. Je te jure, on a une potentielle star. Tu sais ce qui me fait. C'est un personnage. Ce qui m'impressionne le plus là-dedans. Regarde les combats quand il fait contre Jared Vanderaa et même Chase Sherman, tu vois, à l'UFC. On dirait que c'est plus le même. Mais non. On dirait que c'est deux frères jumeaux et Ouais. qu'on l'a changé. Très chiant. Alors, on va Ouais. se parler. Il te mettait 10 jabs dans un round pour aller prendre son round. Ouais. Euh, Là, il s'est lâché. il se lâche. En fait, t'as l'impression que la défaite. J'ai l'impression, parce que donc c'est son 5e combat de l'année, on rappelle, il a demandé à combattre le 13 décembre. Ce qui pourrait faire 6 Ouais. combats dans l'année, ce qui est quand même une folie totale. 5e combat de l'année, le 2e du mois de novembre, hein, puisque Delija c'était le 1er novembre, on rappelle. Il a 4 victoires. Les 2 KO, c'est les 2 derniers. T'as l'impression que Pavlovich, la défaite, il s'est dit, ok, avec ce style-là, C'est ça. j'ai rencontré mon mur. Parce que Dans le top 3. pour une petite info, pour vous donner un peu de contexte, les gars, ce mec-là, il vient du baseball. Ouais. Il a démarré l'anglaise. Il est passé pro en anglaise en 2020, je crois, si mes notes sont bonnes. Non, non, je dis une bêtise. Il est passé pro bien avant en anglaise, autant pour moi. Attends, en amateur, il est passé. Ouais, c'est ça. 2017 en pro. Mhm. Combat annulé. Il a démarré officiellement en 2018, l'anglaise. Et les combats amateurs en 2015. Et avant ça, il faisait du baseball. Et en fait, la maturité, elle arrive maintenant. Ouais. Alors, est-ce que c'est aussi la défaite de Pavlovich, le Moi, je fait te qu'il dis, s'est je dit, bon pense. ben, voilà, c'est pas passé maintenant en faisant attention. Parce qu'il essayait de faire du touch and go, tu Ouais. vois, et ça n'a Moi, pas je pense qu'il y a marché. eu ce côté. Ok, j'ai ma limite avec ce style. Le top 3, là, je Ouais, me je peux suis, pas aller je me suis chercher. cassé les dents dessus. Let's go, on se lâche. Ouais. Let's go, je vais KOter les mecs Mais et on va voir jusqu'où ça il me me mène. plaît parce qu'il est puissant, Mais quoi. il est- C'est un vrai poids lourd. Des vrais poids lourds, ce que j'appelle un mec qui cut pour faire le poids Ouais. et qui donc dépasse les 120 kilos le jour du combat. Puisqu'on peut quand même dire qu'en gros, je pense qu'il doit être à 125, peut-être 128 le jour du fight. 10 kilos, c'est 10 kilos, Alex. Je suis vraiment désolé. Des fois, on minimise. Ah, c'est des poids lourds. Non. Quand tu fais 115 et qu'un mec qui fait 125 te frappe, il y a 10 kilos Ouais, d'écart. ouais, complètement. Et tu le sens quand même, que quand ça brûle, quand c'est lui qui touche, ça tombe et pas les autres. T'as lu ce qu'il dit Gaziev sur les réseaux? Non. En toute honnêteté, je cite 2 points. Il frappe plus fort et plus vite qu'Aspinal. C'est moins technique, c'est moins liché. Tu sais, ça Ouais. mouline un peu. On dirait un pitch Mais au tu baseball. vois, un tu mec vois, qui a mais- pris les 2 Ouais. trucs, il peut te dire, ok, Ouais. quand ça m'a touché et ça fait mal. Et devant, là, il demandait Blades pour le 13 décembre. Tu connais Blades, jamais il prend pour le 13 décembre Non, en short je suis notice comme d'accord ça, avec toi. jamais. Donc s'il veut vraiment il veut combattre le 13, il va se taper un mec derrière, c'est sûr, qui va prendre l'opportunité, tu vois. Il y a Almeida 5, Blades 4. Après c'est Pavlovich 3 et puis t'as les mecs de dessus. Tu sais qui va prendre, à mon avis, moi t'as Volkov et Egan. Moi, je pense qu'il va aller chercher Volkov. Tu crois que Volkov, parce Ouais. que sinon Blades plus tard, moi je vois bien. hein. Non, Blades plus mais tard, c'est un si bon. vraiment il veut combattre en décembre, Volkov, il sort d'une perf quand même assez moyenne. Ouais.
Et s'il veut se Contre Almeida, on rappelle. Le soir de Gann Aspinall. Moi, je pense que si Volkov il veut se mettre dans le bise, il faut les taper. Parce que sinon, il peut se faire griller. Parce que tu sais. Pour se remettre dans les papiers de l'UFC. Ouais. Parce que Dana lui avait dit oui, on te récompensera, tu sais, pour le fameux affaire avec Cyril Gann. Ils l'ont récompensé de rien du tout. Non, de rien du tout. Et t'as Il raison. vient de perdre son shot là. Et t'as raison que là, Waldo Cortés Acosta, s'il peut lui passer devant. prend Blades et qu'il KO Blades, il passe devant. Ouais. Pour le prochain, après Aspinall Gann 2, c'est et lui. même, je vais te dire, là, il prend même un mec en dessous qui pourrait être Gelton Almeida ou qui pourrait être Derek Lewis, va savoir. Je pense qu'il lui passe devant aussi. Il a tellement de hype là avec ce qu'il enchaîne. Tu sais, là, quand tu disais Almeida, il était 5 avant ce week-end. Je suis pas sûr, on va voir mardi, ça m'intéresse. Même s'il a battu le 11, je suis pas sûr que Waldo lui prenne pas la place. Ouais. Parce qu'on sait quand ça marche, des fois c'est sans unité, les classements. Avec le personnage qu'il est, la façon dont il a fini ses 2 combats, je suis pas sûr que l'UFC lui mette pas 5. Ouais, et puis surtout, moi je pense que ce mec-là, il peut être le prochain prétendant à la ceinture. Oui, complètement. Parce qu'il fait du spectacle quand même. Ça fait de plus en plus sens, vraiment. Je te dis, et on en a pas beaucoup chez les loups. Enfin, on en a des personnages, mais non, il est vraiment en train de tirer son épingle. Qui en plus mettent les KO, et enfin, tu vois, ils font ce qu'il y a à faire. Ce que Pavlovich faisait plus proprement au début, il est en train de le faire là. C'est pas super propre, mais Pavlovich, il avait pas le côté vrai personnage, tu vois, marrant et tout. Il est rigolo celui-là. Blades, pareil, c'est pas le mec le plus funky. Volkov non plus. Non. Donc oui, tu es en train de créer un truc qui peut mener, et si jamais, et on l'espère pas une nouvelle fois, parce qu'on espère qu'il sera dans le même état de flow qu'au premier, mais si jamais Aspinall Gann dans la revanche. T'as vu qu'il est resté à Dubaï, hein. Ils sont à Dubaï. Oui. Moi, je pense que ce combat-là se fait sur la carte Paramount aussi. Peut-être. Ce serait cool. Quand j'ai vu ça, quand j'ai vu qu'ils étaient là-bas, j'ai dit, peut-être que ça sent quand même quelque chose. Parce que Cyril, il a ses gosses et tout. Ouais. S'il reste là-bas et pour les fêtes, c'est qu'il y a un truc. On ne peut pas savoir. Oui, ça change. Moi, je pense que tu aurais Ilya et Aspinall sur la carte Paramount. Et en plus, ça a du sens, tu vois. Oui, t'imagines, tu fais 2 ceintures, mais dont la ceinture poids lourd, plus Ilya qui est la star de l'UFC en ce moment. Voilà. Et pour avoir une 3e ceinture, tu mets Harrison Nunes et puis c'est réglé. T'as une américaine en mais, plus. Tu sais, Nunes, on n'a pas d'infos encore. Non, on n'en a pas. Est-ce qu'elle a vraiment re-signé ? Je sais pas. Ou est-ce que c'est pas Valentina qui monte ? Non, peut-être. Mais pas en janvier en tout cas. Voilà, si c'est Valentina, c'est pas en janvier. Mais si tu voulais une 3e ceinture sur celui-là, avec une ceinture féminine, ça peut faire sens. C'est l'américaine, c'est machin. À voir, mais oui, c'est. Et je te dis, si jamais, et une nouvelle fois on l'espère pas, Aspinall Gann dans la revanche. Aspinall battra pas Gann. Non mais ça y est, c'est fait le gap mental. Non mais important de voir les scénarios. Mais oui. Aspinall ou Cortés Acosta avec ce qu'il lui fait avec l'œil et tout, mais ça s'écrit tout seul. Exactement. Le truc s'écrit tout seul pour la défense d'après. Donc on espère que ce sera plutôt une défense contre Gann si Waldo Cortés Acosta là. Et tu vois pourquoi c'est important de prendre les short notice auprès de l'UFC, parce qu'on sait que l'UFC ils ont tout pouvoir, c'est une société privée. Tu prends, tu gagnes, là tu te mets le patron dans la poche. Surtout, tu sais que c'était le dernier combat de son contrat à Waldo. Et il a expliqué sur les réseaux, il a signé, il est arrivé au Qatar, le premier truc qu'il a fait, c'est de re-signer un contrat. Quand il est arrivé au Qatar, l'UFC lui a dit tiens. Tu m'étonnes. Ça, tu peux pas le perdre. Hein. Parce que lui va au PFL, c'est une catastrophe. Ouais. Tiens mon gars, re-signe tout de suite. Donc il n'a pas eu à attendre d'avoir la victoire ou de finir le combat. Donc voilà, ça sert de prendre des short notices dans ces cas-là. On arrive au moment de gloire à Kyoji Horiguchi, qui soumet M. Tagir Ulanbekov au 3e round après avoir dominé les 2 premiers. 20-18 pour les 3 juges et il n'y a pas de souci. C'est fort hein, parce qu'ils lui ont pas fait un cadeau pour son retour. Hein. Il est fort, Tagir. Ouais, et c'est juste, en fait, quand je voyais je te dis, les gens en parlaient avant, il va lui, les mecs, c'est la team islam, il va lui rouler dessus, vous allez voir. Votre japonais, les gars, Kyoji Horiguchi, c'est un des meilleurs fly bantam de l'histoire du MMA. Global. Champion Rising, au Bellator, Shuto, où tu veux. 7-1 à l'UFC au premier round, on rappelle, entre 2013-2016. Seule défaite, c'est contre Demetrius Johnson. Et c'est à la dernière seconde du dernier round. Et même Ulanbekov, sa seule défaite, c'est Tim Elliott. On a vu que Tim Elliott, c'était un danger contre Kaya Sakura. Il était sur une grosse série, je crois, 4 de suite ou un truc comme ça. Il était sur 4 victoires de suite avant ça, Ulanbekov. Donc 6-2 à l'UFC. Et il l'a pas que battu, Aldric. Non, il l'a surclassé. Il l'a surclassé à tous les niveaux. J'ai bien aimé sa presta. Les kicks, même la façon de défendre la lutte. Ouais. Je l'ai trouvé vraiment dominant, tu vois. Ouais. Vraiment dominant. Et même avec les micros d'ailleurs. T'as vu, il est tout petit, mais t'as vu les high kicks à un moment c'est un combattant extraordinaire, Horiguchi. Dominant parce qu'il est pas tout jeune en plus. Qu'est-ce qu'il a, 36 ? Je tease pour notre 35. Pour notre top 50 dont la première partie arrivera avant la fin de l'année, Aldric. Mais moi, il est dans ma liste de mecs que je peux mettre dans le top 50 de l'histoire. Pour sa longévité. T'es pas très objectif, toi, avec les Japonais. Un petit peu, mais justement, tu sais vers les dernières places, on se fera plaisir avec des choix un peu perso. Mais
c'est un mec à la Ouais. longévité Non, mais là, la extraordinaire. presta est absolument magnifique. C'est la 35e victoire en Euh, carrière. Il a 40 combats en carrière, ce mec-là. Sur comment s'imposer contre justement un mec de la team Khabib, c'est parce que je te dis, hein, c'est un des plus légers, mais c'est pas le plus mauvais, hein, Taguir. C'est fort. Hein. Il fait une masterclass, Horiguchi. Il est quasiment pas en danger du combat, il gagne quasiment tous les échanges, il Ouais. est dominant, il le finit. Ouais. Le setup pour finir est beau. Ouais. T'as l'impression, alors pour avoir suivi moi beaucoup de ses combats avant, pas tous, mais beaucoup de ses combats avant, qu'en plus, c'est ce qu'il lui fallait là. Il a 35 ans, 38 ans. C'est ce qu'il lui fallait à ce moment-là de sa carrière. Je reviens à l'UFC, j'ai peut-être une opportunité vraiment d'avoir. Et même ce avec le titre. micro, il a été. T'as Ah vu oui. la call-out T'as Pantoja. l'impression et tout. qu'il a pris une nouvelle motivation et que là, il est arrivé, il dit Ulanbekov, tu vas pas exister, je vais être le meilleur Horiguchi que j'ai été Ouais, il a depuis été longtemps. Très très fort. Et Alex. je vais te montrer qu'il y a Ouais. des levels dans ce truc-là. Ouais, il a été très bon au micro. Pantoja tout de suite, c'est son coéquipier. C'était le coach de Pantoja dans le coin. On va le rappeler quand même. Donc la décla exacte, c'est mon coéquipier. Voilà. Où est Pantoja? C'est mon coéquipier, mais je m'en fous. Je vais te battre. Enfin, j'ai édulcoré parce qu'il a été même un peu plus fort. En vrai, c'est marrant. Tu sais quoi? Ah, mais j'ai trouvé rigolo en plus. D'ailleurs, il a fait rire tout le monde. Non, il a fait même au micro, c'était top. Il y a un mec qui proposait un truc, j'ai trouvé ça génial sur X. Horiguchi va dans le corner de Pantoja à Vegas à l'UFC 323. Et si Pantoja gagne, il rentre dans la cage et il le face-off. Ouais. Après l'avoir corner. C'est pas GG. Mais je pense que là, ils vont plus jamais s'entraîner ensemble. Je trouvais l'idée Mais fabuleuse. Non, mais vraiment masterclass. Euh, Vraiment masterclass. En vrai, est-ce que ça mérite... En plus, on s'est échangé en direct sur ça, Aldric. Là, on sait qu'il y a Joshua Van qui arrive pour ce title shot le 6 décembre. Il y aura sur la même carte Tatsuro Taira contre Moreno. On peut s'imaginer, notamment si Taira gagne. Non, mais attends, je te vois aller, mais tu vas trop vite. Je suis obligé de sortir. Tu lui donnerais pas le title shot tout de suite. Attends. Tu vas trop vite. Il vient de battre le 11e. Oui. Donc là, je suis obligé de mettre le parachute et les rétrofreins. Parce que, comme par hasard, dès qu'il y a un japonais, mon ami Herbie, ça y est, il a mis l'accélérateur. Il vient de battre, même si c'est fort, Taguir, tout ce que tu veux. Et que je pense que Taguir, c'est plus fort qu'un Steve Herseg au niveau du match-up, tu vois, stylistiquement. T'as quand même, je te donne quelques noms, des Assou Amalbayev, des Kaikara, dont on va reparler là, qui a fait une belle des prestation. Manel Cap, des Tatsuro Taira, Alors, des Amir Albazi. Tu sais pourquoi je te contre ton l'argument japonais? Parce que je pense que Taira va battre Moreno. Donc pour moi, le prochain, ce sera Tatsuro Taira. Donc je te fais passer un japonais devant un japonais. Ok, et et Albazi? Non, il faut aller taper Albazi. En fait, là, tu peux pas. Tu sais pourquoi je dis ça? Si c'était n'importe quel nom qui arriverait à l'UFC là, à 38 ans, qui fait la perf qu'il fait contre Ulanbekov, tu as raison. Jamais je te dis ça. Mais c'est Horiguchi. Je veux dire, il a pas à mais alors à ce moment-là, tu fais comme ils avaient fait pour l'autre japonais. Ou soit tu le mets direct, mais si tu empruntes... Voilà, pourquoi t'as mis Kaya Sakura direct au C'est title ça. shot et tu mettrais pas Horiguchi qui a qui une bien meilleure carrière si que... tu le fais démarrer contre Ulanbekov, il faut faire la suite. Et pour moi, il y a un monsieur qui s'appelle Amir Albazi. Alors certes, il a pull out, je crois, il y a pas très longtemps, je veux pas dire de bêtises, et il a perdu contre Moreno. Mais au classement. Hein. J'entends ton argument, mais moi je te jure, je le mets direct. Avec la carrière qu'il a, ouais. avec la presta qu'il fait pour ses alors, débuts... mais qu'est-ce que tu fais si Taira il bat Moreno? Je donne Horiguchi, je prie pour qu'Horiguchi batte Pantoja. Pourtant, tu sais comme j'adore Pantoja. Ouais, tu fais un jab-jab. Ensuite, je fais Horiguchi Taira au Japon. Moi, je pense que c'est un méga délire. Tu n'es pas très objectif. Enfin, tu connais l'UFC, ils le feront. J'en rigolais avec Kyle, un pote que combat de Chronicle sur les réseaux. S'il y a Taira Horiguchi, ils le feront à Louisville, tu sais, un truc comme ça. Tu connais l'UFC. Moi, je pense qu'il faut attendre de voir le résultat effectivement de Moreno. Et derrière ça, je te dis, tu as quand même à la 4e place, tu as Amir Albazi qui est sur une défaite. Voilà, ça a du sens, je pense. Ou alors, si Pantoja bat Tuvan et qu'ils sont vraiment dans le délire de faire Pantoja Merab derrière, tu vois, si les deux ont conservé au 323. J'ai compris, tu fais faire une demi-finale mondiale entre Jap. Ouais. Entre Taira Horiguchi. Ouais. Le gagnant prend le title shot. Mais au final, je sais pas, je suis pas sûr qu'il soit le moment pour le faire parce qu'il commençait à y avoir du monde partout là. Donc, je sais pas. Il y a un an, je t'aurais dit oui tout de suite. Mais là, surtout avec la perf d'Horiguchi, je pense qu'il faut redynamiser un peu les flyweight, tu vois. Je peux entendre tes arguments clairement. Mais il y a de toute façon, il y a deux gros trucs. Il y a aussi Cap qui va être main event je crois que c'est celui à Fares ou c'est lui le main event. Il y a aussi ça, si Manel passe. Non, c'est la semaine d'après, parce que Fares, il est au 323. Oui, pardon. Oui, mais c'est le dernier événement. De Morgan, pardon. Voilà, le dernier événement de la c'est celui de Morgan. Celui où Cortés Acosta veut combattre. Et parce que pareil, il fait un statement de Manel s'il gagne là. Oui, bien sûr. Je te dis pas que c'est si simple que ça. Mais en fait, l'histoire, elle est trop belle.
Si Horiguchi devient champion UFC 10 ans après avoir eu son premier title shot, tu sais que si Horiguchi Pantoja, tu sais comme j'aime Alex, je suis pour Horiguchi. L'histoire, elle est trop belle. Il marquerait tellement l'histoire du sport. 10 ans après son premier title shot, après avoir fait 10 ans au Rising, au Bellator, à éclater tout le monde et à prendre des ceintures de partout, tu reviens, tu le fais à 38 ou 39 ans. Mais c'est magique comme histoire. Oui, tu connais. Scénario Lodrose, tu connais. Tu connais ton Herbie. Ouais. Il y a quelque chose là-dedans. Et Ulanbekov, quand même, il y avait un truc à te demander. Parce que je sais pas si tu as vu passer. Islam, il dit qu'il était pas loin d'arrêter le combat à un moment. Et que c'est sûrement son dernier combat en flyweight. Il dit, je te cite, ouvrez les guillemets, c'était une interview à l'aéroport quand ils sont repartis du Qatar. Donc il rappelle que Tagir est plus vieux que lui, que Islam quand même. Il dit, j'ai vu tout son cut et personne fait des cuts plus durs dans la team que lui. Même le jour du fight, je lui ai parlé de ça avant le combat, et après le combat, je lui ai dit qu'il devrait jamais plus laisser autant d'énergie dans un cutting. Il dit qu'il était à 50% maximum de ce qu'il était, et que dès le premier échange, ça se voyait qu'il pouvait pas respirer, qu'il était mal. Il dit honnêtement, je voulais stopper le fight, mais je connais Tagir et il m'en aurait, en gros, tu vois, il lui en aurait beaucoup voulu s'il avait fait ça. Il dit il était vraiment pas confortable en fait là, et qu'on va s'asseoir entre nous en équipe et prendre une décision, et qu'il ne coupera plus jamais autant de poids que ça. En gros, il dit ça part en bantam. C'est vrai qu'il avait l'air un peu physiquement pas bien. Pour mettre un petit peu de contexte dans ce que tu dis, rappelons-nous que quand il devait prendre Joshua Van, le combat avait été annulé parce qu'il a dépassé beaucoup. Je crois qu'il avait fait 129 livres et demi. Donc ça répond, ça donne en tout cas une orientation. Il est grand, hein, il fait 1m70 quand même, hein, et il est épais. Je pense que effectivement, il y avait une bonne tête de plus qu'Horiguchi dans la cage, hein, vraiment. S'il se tue et qu'il cut de 7 ou 8 kilos, pour un mec qui fait 56 kilos, c'est beaucoup trop. Oui, tu vois, c'est ça. Donc, ça a du sens ce qu'il dit. Mais bémol que je mets à son analyse à lui, c'est qu'à un moment, les gars, si vous faites fighter Ulanbekov à 57, c'est que vous voulez qu'il ait un avantage physique énorme. C'est ça votre idée en lui faisant cutter autant. Donc après, vous pouvez pas vous plaindre de ça en fait. Après, moi j'aime bien. Vous avez décidé. Moi j'aime bien ce que dit Islam, parce que moi je pense qu'ils sont en train de revenir sur le. Oui, sans doute, c'est une évolution, t'as raison. Bien. Mais tu vois, c'était leur choix de le faire combattre à 57, ce mec-là. Donc après, il a fait toute sa carrière à 57. Après, tu peux pas t'en plaindre parce que t'as fait ça pour qu'il ait cet avantage physique. Un jour ou l'autre, il cut trop, il devient plus vieux, c'est plus difficile. Il le paye. C'est de votre faute, les mecs. Alex, tu sais, c'est de la faute à l'équipe et à ce choix-là. Là, la problématique, elle est intéressante. C'est bien que tu aies soulevé ça, mais on pourra le développer dans une autre émission. C'est la différence aussi de niveau et l'accessibilité du top 15. Je te l'image, ce que je viens de te dire. Ça tombe bien, je suis encore dessus. On était en train de parler du top 15 57. Alors, tu as pourtant Raphaël Estevam qui est invaincu, qui a 14-0. Bruno Silva 15-7. Joseph Morales. Charles Johnson. Tagir. Steve Herseg. Mais Maurice Sénon, c'est juste du 16, puisque là, il y a 2 ex-aequo au 10. Le problème, c'est que tu montes à 61, déjà, tu ne vas pas être classé. Donc, il y a des apaches. Hein, oui, déjà, on est d'accord. Place. On est d'accord. Et quand tu commences, Alex, tu commences par Marcus McGee, directement à la 15e place. Je te donne 3 noms. Hein. Kyler Phillips, Vinicius et Rob Front. C'est chaud. Et en fait, vraiment, moi, je trouve qu'il y a un très gros décalage de niveau entre flyweight et 61. Ok, mais ça, je te suis. Mais tu vois, si ce qu'il dit est vrai, si il est à 50% quand il fight en flyweight, mais il sera. Alors même s'il se casse les dents contre des mecs plus forts, mais il sera mieux à fighter avec plus, tu vois, à être à un meilleur pourcentage de lui-même, quoi. Alors là, ce que tu dis, c'est ce qu'on appelle en français de la bien-pensance. Maintenant, il faut juste se mettre dans le contexte. Il est à combien? Est-ce qu'il a un shot de renégocier son contrat? Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est des infos que j'ai pas. Ouais, moi non plus. C'est pour ça que je peux pas te répondre précisément. Parce qu'en fait, imagine, c'est comme notre ami Waldes Acosta qui a un combat de re-signer. Il vaut mieux re-signer quand tu es classé dans le top 15 de la catégorie flyweight que quand tu es no-name et que tu viens de changer de caté. Ils vont pas te renégocier aux mêmes conditions. Ça j'entends. Donc voilà, il y a un ensemble de paramètres à prendre en compte qui explique peut-être pourquoi il a fait l'effort depuis 2 ou 3 combats de rester en flyweight. Parce qu'il fallait renégocier. Et t'as raison, ça veut pas dire que tu te feras pas battre si tu montes à 61. Et Horiguchi, il a fait une grosse partie de sa carrière en 61. Je pense qu'il y a même s'ils le font à 61, je pense qu'Horiguchi gagne ce combat. Il y a 4 kilos d'écart dans la caté. C'est un meilleur combattant. Le gap physique est pas énorme, mais c'est les talents. Ouais. T'as beaucoup de talent, tu vois. T'as vraiment du monde dans cette caté. Le petit Brésilien, juste Vinicius, c'est un jeune
complètement fou, Ouais, c'est très fort. C'est hyper très fort. physique, C'est très fort. 29 ans. Et tu parlais, tu vois, des mecs Ok. tu parlais de ce top 10 flyweight. Horiguchi, il vient de battre le 11 donc pour son retour. Il va pas être 11, hein, Aldric. Il va être plus haut que ça. Je vois moi aussi. Oui, il va être plus haut que ça. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir où ils le placent pour voir ce qu'ils peuvent le C'est mettre. quoi la suite? Avec Je quoi suis ils vont le d'accord matcher avec après. Parce qu'après une perf comme ça, où tu prends le bonus et tout. Et puis, ouais, il est marrant au micro. Puis Ouais. il parle anglais, c'est pas le cas de tous les japonais. Souvent, toi. Mais moi, il m'a fait rire. Hein. ouais, C'était très rigolo, c'était jovial, elle était très bien sa prise de parole. Voilà, ouais, c'était assez marrant. Puis la situation est bizarre. Et puis au moins, c'est pas, tu sais, l'époque de Merab Aljamain Sterling, là. Le mec, c'est son coéquipier, mais vas-y, il est où ça. Pantoja Mais hein ça, ils adorent l'UFC. Ouais, amenez-le moi et tout. Bah, l'histoire, elle s'écrit toute seule en vrai. Ouais. Et en plus, avec un Pantoja qui a un peu roulé sur tout le monde, de dire le mec qui vient de l'extérieur, qui était champion ailleurs, tu vois, qui est son coéquipier, qui peut peut-être le battre. Il y a une vraie histoire qui s'écrit. Nos prélims, qu'est-ce qu'on note comme belle perf? Déjà, je te fais un global. L'UFC a été très dur. Très très dur avec les nouveaux arrivants. Et d'ailleurs, Oui, il y avait nos petits copains de la fin de carte là. Même, le poids lourd, là. Horiguchi, hein, Tagir pour un retour, non, c'était oui, loin d'être un cadeau. C'était un test. Test Luke passé. Riley, alors il y avait deux mecs, dont Luke Riley. Il y avait Luke Riley et il y avait Shaq Emrock, qui ont eu le privilège de signer au mois d'octobre. Et d'avoir le temps de préparer. Et d'avoir un vrai camp. Je crois que c'est Graham Bolan qui a signé les deux, bravo lui, parce que ça, c'est très rare. Luke Riley qui vient du Cage Warrior et Shaq Emrock, c'était Octagon. Ouais. Mais c'est deux teammates de la team. Là, il y avait implication directe de notre ami des Beatles. Next Generation MMA de Liverpool. C'était des teammates. Tu vois, ils s'entraînent tous ensemble. Ce sont les sparring de Paddy Zobadi. Tu sais qu'on le verra peut-être à Lyon d'ailleurs, parce qu'il y en a un autre des membres de cette équipe, c'est Dean Garnett, qui affronte Baris Guzel en finale du tournoi PFL Europe. Exact. Ouais. Donc, ils ont été très durs. Alors là, tous les match-ups. Là, en vrai, on va être honnête, parce qu'il y en a qui m'ont dit ouais, Yakaef, qu'est-ce que t'en as pensé? Bien sûr que j'en pense du bien. Depuis que je l'ai vu à l'Arès, devant Paulin Béguet, j'en pense du bien. Mais je dois mettre des guillemets, parce que sur tous les match-ups de cette carte, c'est le seul qui avait un match-up très facile. Oui, et je dis très. Parce que il avait 3-0-3. Il avait 3 défaites à l'UFC, il n'a jamais gagné. Et en plus, pas gagner à l'UFC, c'est pas un gage de talent. Par contre, c'est le seul en plus qui avait un record un peu préfabriqué en ayant combattu que des no-name. C'est-à-dire que, rappelons-nous que ce mec-là devait passer par le contender et il ne l'a pas fait. Parce que les combats ont été cancel. Et il a signé directement à l'UFC derrière. Donc, il n'a même pas passé le test de Dana White. Lui est arrivé vraiment avec 100% de réussite. Je parle de l'adversaire de c'est Rafael Kerkera. Qui s'appelle Rafael Kerkera. Et qui est donc maintenant à 4 défaites en 4 combats. Qui, à mon avis, est release, terminé, Alex. Ça devrait se terminer. Et qui a fait toute sa carrière au Demo Fight, qui est une orgage, je ne sais même pas ce que c'est. Non, je suis d'accord. Tu vois, et donc, c'était pas le match le plus simple, mais il a passé le test comme il faut, 33 secondes. La soumission la plus rapide de l'ère moderne chez les lightweight, puisque tu en as une plus tôt, qui est plus rapide, mais à l'époque, il n'y a pas de catégorie nommée light heavyweight. C'est Frank Shamrock sur Kevin Jackson, UFC Japon décembre 97, 16 secondes. Oui, il n'y avait pas de KT parce qu'il a pris Sakuraba qui faisait 75 kilos. Mais ça correspond, vu les poids de l'époque, ça correspond à light heavyweight. Mais c'est vrai que ce soit, et là je te la fais, il n'y a pas d'ordre, hein, mais que ce soit Shaq Emrock qui signe avant l'UFC, mais pour prendre Nurullo Aliev, qui est invaincu, qui avait 10-0, dur. Il s'est fait rouler dessus, hein, clairement. En plus, il a que 24 ans, Aliev. Décision unanime, 30-27 x 3, mérité. Shaq Emrock, il a tweeté. J'ai réussi à l'arrêter, à l'empêcher de me sentir l'entrejambe. Tu sais, c'est ce qu'il dit, c'est sniff my crotch. Mais j'ai pas réussi à l'empêcher de me mettre des coups dans la tête. Ah non. Mais après, tout ça, tu vois, ça c'est au moins c'était drôle. Au moins, c'est des mecs qui ont été dans l'organisation de Khabib, qui ont été, comment elle s'appelle, à Gorilla Fight Night. C'est des mecs rugueux. Non, Aliev, je suis d'accord. 3-0 UFC désormais. Voilà, c'est un mec qu'on va pouvoir. Donc, on va observer la suite. Mais Yakiev, pour finir sur lui, donc il nous avait impressionné à Ares, où il était le champion. Il nous avait impressionné au Dana White Contender Series cet été. Là, il est quand même très impressionnant pour ses débuts. Ça donne envie d'en voir plus. Voilà. Même si l'adversité là était pas. On peut pas encore dire oui, c'est un futur. Je sais pas. J'ai besoin de voir un petit peu plus, des mecs un petit peu plus rugueux, et on verra ce qui se passe par la suite. Mais pour l'instant, effectivement, c'est absolument fabuleux ce qui lui arrive. Il a pas passé une minute dans la cage entre Dana White et l'UFC, donc c'est fabuleux. Et puis elle est belle quoi, sa soumission. L'étranglement arrière, c'est 30 secondes. Il lui roule dessus quoi. Il lui roule littéralement dessus. Alex, je te pose une question. C'est moi qui fais le journaliste aujourd'hui. Oh superbe. C'est moi qui te pose une question. Ouverte, tu as le temps de réfléchir ou même d'appeler un copain. L'appel à un ami. Est-ce que la presta de Topuria Alexander n'est pas meilleure
que celle de Oumar Nurmagomedov concernant Al-Makhan. Moi, je me pose la question parce que Je vois ce que tu veux dire. Vraiment, j'ai senti de la fébrilité chez Topuria les 2 premières minutes. Après, Sorti de ça, après il déroule. il lui a Ouais. roulé de. Bah, d'ailleurs, il y a un juge, j'avais noté, un juge donne le round 1 à Begzat. Ouais. Les deux autres donnent 30-27. Sur les 2 premières minutes, Oui. il s'est pas bien compté ce juge, mais allez, on arrive Oui. à le comprendre. Mais je l'ai trouvé, je trouve que je sais pas en fait. Non, mais la presta est très La belle. presta est lourde. Hein. Il monte à 2-0 UFC. C'était assez étonnant, moi, quand je regarde les réseaux avant les soirées de combat. Tout le monde imaginait que Topuria allait se faire rouler dessus. Ouais. Je sais pas pourquoi, parce que je pense Parce qu'il y a beaucoup qu'il de gens est qui aiment bon, pas Topuria. Non, mais il est bon, Bezat. Hein. Non, mais comme il y a beaucoup de gens qui aiment pas le grand frère, enfin, tu vois, ou qui sont plus team Exact. Marachev et team Tsaroukian, donc aiment pas Ilya. Donc il répercute ça sur Alexandre en disant Alexandre c'est un mauvais combattant, il est là que parce que c'est le frère d'Ilya. Non, c'est un très bon combattant, Alexandre Topuria. Bah là, Très bon combattant. Là, je te pose la question, il faut quand même regarder. Sur les 2 perfs, t'as raison, on le dit toujours, c'est pas des maths, mais sur les 2 perfs, ouais. Et Topuria, t'as envie d'en voir plus déjà chez ces moins de Il 61. frappe lourd, hein, Ouais. 61. Ouais. Il l'a calmé. En fait, il l'a calmé avec les frappes. C'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, les 2 premières minutes, elles sont fébriles parce que il n'a pas encore mis la main dessus. Mais à partir du moment où il l'a connecté, il l'a calmé, il est redescendu direct. Je suis complètement d'accord. Moi, je trouve la presta très, très intéressante. Et pareil, c'était loin d'être un cadeau. Hein. Non. On aurait pu dire oui, c'est Topuria, son frère l'aide. C'est pour ça que j'entendais que certains puissent penser que Begzat allait s'imposer. Mais de là à se dire Topuria va se faire rouler dessus, non, c'est un bon combattant Topuria. C'est fort. Hein. Franchement, ce qu'il a fait est fort. Et les 2 frères sont toujours invaincus. La fratrie est invaincue à l'UFC. Mais vraiment, et tu vois, ces prélims, j'ai vraiment envie de te dire, je les ai trouvés sous ce signe-là. C'est-à-dire qu'ils ont pris des mecs qui avaient quand même des... Alors... Bah, pour en revenir, puisqu'on le débutait avec lui, mais Luke Riley, Bogdan Grad, c'était pas mal. C'est un comeback, hein, parce qu'il perd ce premier round là, large. Ouais, si tu veux, on va la faire simple. En dehors de ton ami poids lourd, Marek Bugilo, qui retournait, la triste réalité, il l'a découvert. Et même, j'ai envie de te dire, c'est pas du tout le même niveau, parce que là, clairement, Marek Bugilo, techniquement, je pense que t'es meilleur avec le peu de cours de grappling que t'as fait. Là, mais, tu vois, on pouvait s'interroger, on s'était interrogé dans la preview, mais quand tu le vois dans la cage, tu dis, mais il a rien à faire là, le pote. Tu peux mentir aux gens, mais au bout d'un moment, la réalité du terrain, c'est la réalité du terrain. Puisqu'il a recombattu ce week-end, le Gable Stevenson, ça a beaucoup plus sa place à l'UFC qu'un mec comme ça. Largement. Évidemment. Et pareil, alors je les mets pas dans le même lot, attention. Hein. Ryan Lauder et Ismaël Nordiev, c'est des vrais 84 kilos. Néanmoins, voilà, ils étaient sur... je crois qu'ils étaient sur 1-1 chacun sur leurs 2 derniers combats. Ouais, c'était pas des combats qu'on attendait, même si le KO de Nordiev avec le cross un peu de l'overhand était magnifique dans le premier round. C'est KO, c'est il est beau. Et l'odeur, c'est 2 défaites de suite. En fait, c'est un mec du tough l'année dernière. Faudrait pas une défaite de plus, je pense, de suite, sinon ça sent donner après la défense d'Arès pour Monsieur Hogan, je signe tout de suite. C'est ce que j'allais te dire. Ça sent, libère la place pour Monsieur Virgile. Ça, j'aime bien cette idée-là. Et même, on parlait de la KT 125. Moi, je te propose juste de vite fait, on parlait de Assou Amalbayev. Après, un petit mot d'Albi, un petit mot Riley, on n'en parle plus. Lui, il l'a, tu vois, petit clin d'œil à Dustin Poirier. Lui, il l'a jumpé, la guilly. Ouais. La guillotine, elle est magnifique, là. Guillotine sautée. Hop. Pas mal parce que c'est fort Alex Perez aussi. Ouais, c'est fort. Bah, il prend le round 2. Hein. Il prend le round 2. Almabayev avait pris le premier. On rappelle, c'était numéro 8 contre numéro 9 chez 125. Donc Almabayev, qui était le numéro 9, va continuer de grimper. Intéressant, Almabayev, Aldric. Très intéressant. 6-1 à l'UFC. Désormais, sa seule défaite, c'est Manel Cap. Donc c'est pas. C'est un des combattants d'élite de la KT. À voir parce qu'il y a un beau petit run et à voir jusqu'à où ça le mène là. Ouais. Mais la guillotine, elle est. Intéressant, belle guillotine et en plus 31 ans, il est dans son prime, donc à voir pour la suite. Perez, c'est 4 défaites sur les 5 dernières. Alors après, c'est Taïra, donc c'est là Almabayev, Mokaev et Pantoja. Ouais. Donc, ils ont pas trop mal dit. Voilà, t'as défaite et défaite, Aldrich. T'as perdu que contre l'élite quasiment. Mais beau petit combat, parce que en plus, il y avait des beaux échanges, un round pour l'un, un round pour l'autre. Enfin, très beau petit combat chez les Fly, chez les 57. On a eu Dalby aussi. Là, c'était un autre des mecs qui nous étonnait en signature. 42 ans. Le Saïguid, Isaac Akmaev. C'est un mec de la team. Clairement, attends, on va se parler franchement. Pourquoi ce mec-là a signé l'UFC? Bon, attention, le record est magnifique. Les têtes qu'il avait accrochées à son record sont magnifiques. Et il était sur un 3-0 au One. Il faut quand même dire les choses. Mais dans le dernier combat, il était en 2022. Mais effectivement, contre Shinya Aoki. C'est ça. Son dernier combat, c'était en novembre. Même s'il avait fait du grappling en 2025, il n'avait fait que du grappling. Ouais. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai entendu, moi, auprès de mon petit réseau, en fait, il avait arrêté sa carrière, en fait. Il combattait plus.
Tu vois. Et là, il a eu l'opportunité. Il cherchait un adversaire à Dalby. Il était sur place parce qu'il s'entraîne avec la team et il a jumpé. Let's go, quoi. Mais Ouais. parce que pareil, c'est 31 ans, mais il n'y avait plus de réelle opportunité. Il combattait plus au One. Pour un mec qui n'avait pas combattu depuis 3 ans, j'ai trouvé la presta intéressante. Dalby cramé dès la 2e minute, tu le voyais souffler avec la Ouais. bouche hyper ventilée. Il a un mental. Dalby, c'est un peu le Dan Hooker, mais plus intelligent. Franchement. C'est-à-dire que quand je dis Dan Hooker, c'est au niveau du système guerrier, Ouais, ouais, je viking un vois. peu, tu vois. Mais à côté de ça, il s'est fait piner quand il était au Cage Warrior sur la lutte, mais il l'a bossé. Tu sens qu'aujourd'hui, il est capable de faire face, de se remettre debout, de faire un 2-on-1. C'est très intéressant ce combat. Tu le donnes à Dalby? Parce Ouais. que c'est une split décision. Il y a Mm. 2 juges qui donnent 29-28 avec le round 2 à Isaac Akmaev. Et il y en a le dernier donne round 1 et round 2 à Ouais. Isaac Akmaev. Donc c'est 29-28, mais pour lui. Je donne à Dalby parce que je trouve qu'il a fait plus de dégâts. J'avoue que je l'ai pas revu. J'ai quand même un peu de doute sur le round 1, même si en live je le donnais plutôt, je penchais plutôt Dalby, mais je vois le raisonnement qu'a En pu fait- avoir le juge sur le round 1. En fait, il faut vraiment s'interroger. Il y a 2 combats, et on en parlera à la fin pour féliciter les Français, notamment Neil Ariano. Moi, Neil, il me régale. Parce qu'il y a eu aussi un combat contre un élève de Carla Moussou, Ouais. que je salue, qui a fait débat. Et je pense que je vais te redemander, parce que tu le fais beaucoup mieux que moi, de réexpliquer les règles, parce que dans la pensée collective, c'est pas encore quelque chose de répandu, en fait. Le temps de cache control, à part si c'est égalité sur les autres critères, ne compte pas. Mm. Tu vois, et en fait, c'est trop dans cette pensée collective de dire ouais, il le fait tomber ou ouais, il le colle contre la cage et il gagne. Et il faudrait presque, c'est compliqué de reset et d'oublier ces images. Mais tu sais, dans les tribunaux américains, souvent on dit ne tenez pas compte de cette déclaration, les jurés. Tu viens de l'entendre. C'est compliqué de ne pas la mettre dans ta suite de Non, mais- raisonnement, mais tu vois où je veux en venir? Je suis à 2 doigts, j'aimerais bien que, tu vois, s'il y avait de la réalisation un peu, peut-être qu'avec l'IA, un jour, ils pourront faire ça, mais tu sais, qu'au moment où il y a ces phases-là, tu sais, t'as un truc qui s'affiche à l'écran, Ouais. n'oubliez pas que c'est le dernier critère. C'est ça, tu vois, parce qu'en fait, tu es biaisé dans ton raisonnement après. Tout le temps. Quand tu vois un mec se faire claquer par terre, même si c'est pas fort, parce qu'on rappelle que si c'est fort, ça rentre en dégâts. Complètement. C'est compliqué un peu de. Pensez Ngannou sur Gann au 3e C'est round ça. en 2022. Tu vois, et en fait, le mec, il fait un takedown, certes non énergivore, mais pas dangereux. Et bien en fait, on devrait presque avoir, tu sais, comme quand on était petit, qu'on voulait regarder Canal Plus quand c'était crypté. Ça devrait le flouter, parce qu'en fait, ça compte pas. Ouais, ça compte pas. Et Enfin, c'est ça qui est ça peut compliqué. compter qu'en fin Ça compte de que truc. si, Oui. tu vois. Et en fait, c'est un pourcentage infime où ça peut compter. C'est Il y a ça. toujours un mec qui fait plus de dégâts que Et l'autre. du coup, c'est biaisé. Donc, si tu tiens compte des dégâts, et je l'ai juste regardé une autre fois après pour me faire mon idée, je comprends. Pour moi, c'est très serré quand même. Oui, mais c'est pour ça que je le donne plutôt à Dalby, parce que tu as raison, je pense qu'il fait plus de... Ça manque de touche plus dégâts fort. en face. Voilà, ça touche quand même plus fort, mais... Et même Dalby, à la fin, il accélère, il donne Oui, tout. oui. Le 3e, il n'y a pas photo du tout. Non. Et non, mais je vois, mais je peux voir le raisonnement et c'est pas pour ça qu'ils ont raison. T'as raison de rappeler ça, mais je peux voir le raisonnement du juge C'est ça. pour le donner. Après, voilà, pour l'histoire, 42 piges. Je pense qu'il a, voilà, on arrive à la fin. Ouais, il était sur 2 défaites de suite, je crois. Là, Peut-être. ça Moi, relance un peu. j'espère qu'il en a un dernier pour kiffer, tu vois. Ouais. Mais la carrière, elle est exemplaire. Ouais, bien sûr. Tu vois, c'est pas des mecs qui ont été au sommet, mais c'est des mecs importants dans Ouais, une c'est orga ça. comme l'UFC parce qu'ils t'apportent toujours des Même combats, pour des le beaux développement combats. du MMA en Europe, ça a été un des premiers Ouais, Européens ouais, et tout. C'est un nom, Nicolas Dalby. Non, tu vois. c'est des belles carrières. C'est pas parce que Ouais. t'as pas été champion ou machin que t'as Gros pas respect. une belle carrière. Je suis Et en d'accord avec face, Isaac Maëv, c'est vraiment pas mal. toi. Ouais, bah c'est On sent que c'est Team Khabib. par rapport quoi, à ce tu qu'on vois. voyait de la 20, je m'attendais pas à ça en C'est fait. ça. Le mec, il arrive, il a pas combattu depuis 3 piges, il fait un très très beau combat. Et je te dis, je suis content pour Dalby parce que grand respect pour la carrière, mais il fait un très bon combat. Ouais. Et si c'est lui qui gagne, il faut pas faire un procès non plus. Non, a c'est du ça. sens, tu vois. C'est pas un truc. Mais toi, ça manquait un poil de dégâts. C'est pas le juge qui lui donne, c'est pas un vol. Enfin, tu vois, c'est pas un truc où tu cries scandale. Et donc, tu t'en parlais tout à Et l'heure. Riley, pour finir. Bah, Luke Riley, on en a parlé un peu. Ouais, vite C'est fait. beau. Non, mais, tu le vois. J'ai pas regardé les feuilles des juges parce que c'est plus difficile à voir quand ça finit Ah, par KO. c'est Il Bogdan. perd, hein. C'est Bogdan qui prend, bien sûr, Hein. qui prend le premier round. Et c'est logique. Et tu vois, ce petit, il me plaît parce qu'à 26 ans, que 26 ans, il a fait toute sa carrière au Cage Warrior. 12-0. Soyons honnêtes, Pas une opposition folle. en 2024, il se bat encore contre John de Jésus qui a 17-11. Ouais. Donc, Non, tu c'est vois, pas une opposition folle. c'est fort. Parce Mais que c'est pas mal, il je est suis pas d'accord. bien, parce que je voulais y revenir plus. Il est pas bien. Il lui prend le premier round. Bogdan Grad, c'est vraiment pas mal. Ouais, je suis d'accord. Tu vois. Vraiment. C'est dur, c'est un karatéka qui vient d'Autriche, tu vois, donc c'est dur, c'est des mecs durs au mal et en plus qui sait tout faire. C'est-à-dire qu'en plus de faire du karaté, il lutte, il l'emmène en eau trouble,
Et ben voilà, il perd pas le mental et il finit par le mettre KO à la fin du deuxième Ouais, le round. KO est beau en Luke plus. Riley, Ouais, je suis d'accord. Et j'ai bien envie de le revoir encore, ouais, ce petit Riley. On est à moins de 66, hein, on est chez les mm, Feather. 145. Ouais. Ça va être intéressant. Et tu en parlais tout à l'heure, mais donc Denzel Freeman, le nouveau poids lourd américain, enfin nouvelle signature qui met 30-27 à Bougelot. Enfin, il y a 2 juges qui donnent le round, hein, quand même à Bougelot. Mais Freeman, c'est ancien champion du LFA, on l'avait dit, champion Ouais. poids lourd. Alors c'est un américain, donc ils vont bien l'aimer forcément, mais c'est pas, tu vois que c'est. Il y a des progrès à faire avant d'être un. Alors je vais être un peu Il critique. a du grappling, il a fait des compètes de grappling, Ouais. donc c'est un mec qui peut nous étonner, surtout chez les poids lourds où Mais t'as pas souvent de grappleurs. Alex, le LFA. Alors, oui, t'as raison. Gros combat de grappling. Une défaite contre Pouya Ramani Ouais. en 3 rounds à la DXC. Il tient, hein, le mec, c'est solide. Hein. Il a des caractéristiques que d'autres poids lourds n'ont pas, donc ça peut lui obtenir non, des mais je suis victoires d'accord contre des avec mecs, toi. mais ça va se. Mais... Va y avoir un plafond de verre à un moment Ouais. à Denzel Freeman, c'est évident. Et Marek Bujito, je sais pas quoi te dire, quoi. Mais il va rester. Si, je vais te dire un truc. Je le prends aussi avec Virgile. Donnez-le-moi. Si c'est le ticket de l'UFC, faites-moi Marek Busto, Virgil Hogan, je fais. Ah, mais ils vont peut-être encore l'utiliser 2-3 combats pour bien sûr faire qu'ils vont monter l'utiliser, faire mais, monter des lourds là. Il y a l'autre mec que Freeman avait battu au LFA. J'ai plus le nom. Qui a signé au Dana White Container Series. Oui. Spoon. Non, Ça arrive. je sais plus. C'est Qui est du LFA aussi, qui est un américain. c'est pas Asplund? Si, c'est ça, Ouais. Asplund. Donc qui a signé au Dana White Container Series, bah tu peux lui donner lui aussi, tu vois. Comme Ouais. ça, ça lui fait une première victoire et puis voilà. C'est la chair à canon, hein, pour poids lourd. Mais hein, hyper Bougelot. intéressant. Hein. Moi, un bel UFC, je me suis régalé et je l'ai trouvé dur mais juste. C'est-à-dire que t'as vu les nouveaux arrivants, ils ont pas du tout été. D'ailleurs, globalement, ça donne quoi? C'est plutôt pas bon, hein, pour les nouveaux arrivants. Chakem, ça perd. Bon, Busto, est-ce que c'est un nouvel arrivant? On évite, Bah tu si, vois. en soi, si. Mais voilà. Mais beaucoup de surprises. Mais non, Ah, très mais intéressant. Riley, ça gagne. Ouais, Isaac Maev, ça perd. Tu vois, les mecs qui viennent de signer. Mais globalement, Horiguchi, ça gagne, ouais. quand même. Non, mais on a eu des C'est infos. entre les deux. C'est un très bel UFC, qui certes n'était pas numéroté, mais voilà, il y a Horiguchi qui arrive dans la KT, il y a Riley qui fait parler de lui, Amal Bayev qui se replace, pareil, et Yakaev qui dit je suis là. Topuria, c'est quoi la suite, Ouais. Alexandre? Non, il y a. Parce que je te dis, là par contre, lui, il a eu un accélérateur de carrière sur ce combat. Ah bah Parce oui. que rappelons-nous que le mec qu'il a battu assez nettement, c'était le combienième? C'est l'avant-dernier de Oumar? C'est ça, je dis pas de bêtises. Attends, je vérifie juste. C'est ça, c'est l'avant-avant-dernier d'Oumar. Ça veut dire que il peut, hypothétiquement, là, tu montes comme il faut, il peut être à 1 ou 2 combats d'une demi-finale mondiale. Non, Voilà mais ce que je te dis. chez les moins de 93, ça monte vite. Ouais. Ça va vite. Tu vois. Donc Topuria, c'est quoi la suite? On l'a pas fait pour Topuria, mais ça mérite parce qu'avec la victoire qu'il vient de faire, là, pour moi, il mérite un mec du top 15, Alex. Hein. Ça peut pas être loin. Bah, moi, je dirais juste avant. Je dirais qu'il lui en reste un. Tu de crois? combat. Ouais, il est un troisième. Et après, tu peux. Après, ça devient intéressant. Marcus Magui, Topuria. Non, mais sérieux. Direct. Ben, moi, je pense qu'il le bat. Hein. Mais pourquoi pas? Oui, je peux entendre qu'il batte. Non, mais en fait, Tu vois ça peut m'aller. Vinicius, En plus dangereux. Non, mais en plus, Mais, t'as un nom, comme tu t'appelles Topuria. Donc, ouais, en fait, pourquoi pas? Dans cet état d'esprit-là. Marcus Magui, qui est quand même pas mal debout, tu vois. On l'a vu il y a pas très longtemps contre Petroyan. Ouais, non, c'est intéressant. Ça peut être plus intéressant que je le pensais. Il est sur une défaite. Tu m'as convaincu. En vous remerciant. Tu m'as En convaincu. remerciant. Jusqu'à Sata m'a convaincu. J'ai pas mon petit marteau, mais Justine. Non, très intéressant. Tu vois, on avait beaucoup de choses à dire, Ouais. même sur les prélims. Ouais. Donc Non, une belle hyper carte, une intéressant. des plus belles Fight Night de l'année sur le papier et dans la réalisation aussi, avec ce qui s'est passé. Ça ouvre C'est toi le boss, ce dis-moi. que je disais tout à l'heure un peu, parenthèse, mais il ne reste donc plus que 2 événements UFC au programme, l'UFC 323 puis la Fight Night avec Morgan Charrière du 13 décembre. On n'a toujours pas les dates pour janvier, comme on vous le disait déjà lundi dernier. Et donc il y a cette rumeur. Ils ont annoncé le 24 quand même. C'est tu sais Marcel Dorf là, le mec un peu plus suivi, il a annoncé une date du 24. Mais il n'y a pas avec un premier combat. Il n'y a pas d'officialisation de l'UFC. L'UFC n'a rien officialisé. Mais en général, de quand ces dates en Marcel, janvier. Oui, non, mais on est d'accord. On sait qu'il va y avoir cet événement-là, mais c'est pas officiel de la part de l'UFC. Il n'y a aucun combat officiellement annoncé de la part de l'UFC. Il y a cette rumeur qui tourne que il faut qu'ils attendent la fin du contrat d'ESPN pour annoncer les trucs de janvier parce que c'est Paramount. J'y crois pas. Mais voilà, moi j'y crois. C'est-à-dire ne pas faire de pub pour dire ce sera sur Paramount 24 janvier. Est-ce que tu veux ma thèse du complotiste? Mais tu dis au moins va y avoir tel événement. Ça n'empêche pas, même si c'est sur Paramount. Tu veux ma thèse?
Vas-y, parce que Moi, je comprends pas. je pense que ça fait 10 jours qu'ils auraient dû envoyer la com. Et qu'à mon avis, il y a une petite renégociation de contrat, mais petite qui peut être très belle, hein, qui se fait à cause des embrouilles avec le Eh FBI. bah oui, Voilà ma thèse. tu savais parce que tu me fais la passe D, et c'était important de le dire, parce que c'est pas des médias que suivent beaucoup forcément les gens qui suivent le MMA. Un journaliste qui s'appelle Kim Masters, qui travaille pour le média Puke, qui est pas MMA spécialisé, mais qui va être plus dans le business, et qui explique en fait, dans un article très récent, là, il y a 2 jours, quelque chose comme ça, 2-3 jours, que l'UFC n'a pas expliqué à Paramount qu'ils avaient une enquête du FBI sur le combat avec je sais plus les 2 noms des 2 mecs, mais avec le James Cross là, en 2022. Ouais. Et on sait que là, depuis le combat de Bulgarian avec les grosses suspicions, Dana l'a même expliqué, on sait que cette enquête du FBI depuis 2022, elle est toujours en cours. Et donc l'UFC, Aldric, n'a pas tenu au courant Paramount. Ils l'ont pas dit dans les négociations. On ne savait pas qu'il y ait un truc du... Donc, ce qu'elle sous-entend un peu dans l'article, c'est de dire qu'en effet, comme tu as potentiellement des répercussions sur l'image de l'UFC, si jamais, tu vois, à la fin, on se rend compte qu'il y a eu d'autres cas comme ça, ou qu'en fait, c'est plus courant qu'on le pense. Eh ben peut-être que chez Paramount, on a commencé à taper à la porte pour dire, mais les gars, nos 7 milliards, là, vous nous avez caché un truc. Est-ce qu'on peut pas renégocier des choses Parce que, ouais, moi je pense que ça va leur coûter entre 15 et 50 millions cette histoire. Est-ce qu'on Ouais. peut pas renégocier des choses, en fait? Ouais. Parce que, et aux États-Unis, tu sais, c'est des trucs, ça leur plaît pas aux gens. Quand tu caches un truc comme ça dans le business pour un chèque aussi grand que ça, moi, ça me paraît fou qu'ils l'auraient caché. Bah, tu sais, Alors, d'ailleurs, c'est peut-être même pas caché, on vous le dit pas, quoi. Tu vois, si vous le savez pas, nous, on vous le il faut dit pas. comprendre, des fois, quand on dit multinationale, on s'imagine qu'il y a 850 salariés. Il n'y a pas tant que ça. Hein. Au niveau des bureaux, ils sont même pas 10. Hein, Non, Alex. je vois ce que tu veux dire. C'est tout petit, c'est un étage de l'UFC Performance Institute. Et ça me paraît, parce que je l'avais noté, c'est David Ellison. Bientôt, je vais te dire, il y a plus de monde chez nous ici au groupe Green Bull, à l'étage, qu'au bureau de... Non, je te jure. C'est une multinationale qui pèse des milliards, mais en termes de moyens humains, pas en termes de moyens logistiques, mais humains, pas tant que ça. Donc, je vois très bien un truc où ça se fait et qu'ils mettent pas ça sur la table, quoi. Ah, non, mais c'est fou. Enfin, Donc, moi c'est ça ma thèse. Moi, je pense que Paramount, ils renégocient le truc, donc ça, ils n'ont pas encore officialisé. Parce que là, qui a officialisé le partenariat chez Paramount? T'as vu une pub, toi? Non, il y a eu des communiqués de presse. Ouais, mais vraiment un truc, bah voilà, on Non, vous mais annonce... ça, ils ont peut-être pas le droit tant qu'il y a est dessus. La Pourquoi pub en elle-même. Tu sais, je t'avais vu Fluffy sur ses réseaux sociaux qui avait été tourné dans les studios de Paramount. Donc tu sais qu'ils ont tourné des trucs. Donc, si, pour moi, dans ma tête, le 13 Alex, décembre. Qu'est-ce qui t'empêche quand t'es l'UFC? Alors, tu dis pas que c'est sur Paramount, tu laisses le teasing se Non, mais faire c'est pour au ça que ça 31 m'étonne. décembre, mais de te dire, bah voilà, le 24, C'est T-Mobile Arena. C'est là où je suis d'accord avec Parce toi. que je te dis, à mon avis... Tu peux l'annoncer sans mettre même le logo Paramount encore, tant que c'est pas À officiellement. mon avis, c'est... Moi, je pour pense que la l'instant, pub, si tout va bien, le 13 décembre, l'event, il doit terminer à 22h ou 23h à Las Vegas. À 23h01, il doit y avoir une pub Paramount. C'est ce que je pense Let's aussi, go tu avec vois. telle date. C'est la logique. on verra, ça absolue. arrive vite quand même, globalement. Mais ne sous-estimez pas l'info que je viens de vous donner là. Parce qu'aux États-Unis, c'est le genre de truc qui peut faire beaucoup. Enfin, tu vois, qui peut Moi, je te remettre dis, des moi, choses je en vois cause. entre 15 et 50 millions de dollars qui vont partir en fumée. Là. Qui peut leur faire dire coucou les mecs, là c'est Ouais. un gros problème que vous nous ayez Je suis pas d'accord parlé de avec ça. toi. Vraiment. Parce qu'en plus, là, maintenant qu'avec Bulgarian, il y a peut-être une autre enquête qui s'ouvre et tout, machin, ça peut les embêter. Moi, je pense pas qu'il y ait tant de trucs que ça. Tu vois. Non, moi non plus, mais ils vont pas remettre en cause d'ailleurs la signature, j'ai aucun doute là-dessus. Mais de leur dire, là c'est déconné de pas nous avoir prévenus, c'est évident. Enfin, t'es à la place de David Ellison et Paramount, tu dis, les gars, c'est quoi ça? Ouais, je suis d'accord. C'est globalement n'importe quoi. On vous fait pas la preview de l'UFC 323 qui est le 6 décembre, puisque c'est la semaine prochaine. Le week-end prochain, il n'y a pas d'événement UFC pour une fois, Aldric. On pourra se coucher tôt. Mais on vous fera. Voilà, c'était bien, là, à 21h30, c'était Oui, fini. là c'est parfait. Oui, c'était même encore plus tôt que quand c'est Abu Dhabi. Donc on vous fera la preview la semaine prochaine entier, avec bien sûr Merab contre Petroyan, Pantojac contre Joshua Van, on vous en a parlé tout à l'heure. On voulait juste faire un petit point pour vous teaser un peu cette preview de la semaine prochaine sur Fares Ziam, Nazim Sadikov, parce que c'est le gros combat qui nous intéresse pour le MMA français dans cet événement à la T-Mobile Arena de Las Vegas, qui est le dernier numéroté, donc pay-per-view, le dernier pay-per-view officiellement, Ouais, c'est puisque c'est la dernière fois. Le 324 sur Paramount est censé être sera sur leur plateforme, qui n'est pas en pay-per-view, il faut juste être abonné. Du contexte, pour rappeler, Fares Ziam, bien sûr, Aldric, c'est 7-2 à l'UFC, dont 5 victoires de suite, depuis sa défaite contre Terence McKinney, c'était en février 2022. Depuis, il était à 2-2 à ce moment-là, à la fin du premier contrat. Il a re-signé avec Ali Abdelaziz derrière en manager. 5 victoires de suite depuis. Figlac à Paris, on s'en souvient. Jay Herbert, Claudio Puelles, Matt Frevola à Paris, on se souvient du KO également, et Mike Davis. Et du côté de Sadikov, c'est 4-0 et 1 draw à l'UFC depuis ses débuts. Il avait pris son contrat au Dana White Contender Series 2022. Il a battu Evan Elder, Terence McKinney.
Vyacheslav Borchev, c'était le majority draw, c'était le match nul. Et puis dernièrement, Ismaël Bonfim et Nicolas Mota. Que de stoppage, même s'il y en a qui sont médicaux, mais bon, c'est lui qui a provoqué aussi les choses. Déjà, le combat, il est incroyable. On en a parlé déjà, mais c'est un des bonbons de la carte. Le combat est incroyable. Et en fait, comment dire ça, je pense que le pire match-up qu'il pouvait avoir, c'est Faresiam. Et qu'il est capable, et qu'il est capable d'aller dans le top 15. Moi, je pense vraiment que Nazim Sadikov est capable, parce que quand même, presque 1m80, 31 ans, il est dans son gap, il frappe très fort. Ses derniers combats, il faut quand même enlever Borchev, parce que Borchev, il n'a pas fait une très grosse carrière à l'UFC. Je ne sais même pas s'il est toujours dans le roster. Si, il a pas combattu récemment. Il a fait son dernier combat contre Mateusz Camilo, il fait hyper. Oui, c'est ça, c'est tout récent. C'est simple, là il est Camilo défaite, Terence McKinney guillotine, Tom Donald décision hyper. Camilo, c'est au Garden, non? Camilo, c'est Duplessis Strickland. Ah, oula, je suis loin. C'est Duplessis Strickland 2. Oula, je suis loin du Garden. Toujours le même nom. Il y a toujours un nom qui revient dans l'équation quand je dis attention. Tu vas plus te rappeler, mais c'est James Liotop qui avait également battu notre ami James Liotop, qui avait perdu contre Rufi. Tu te rappelles, je t'avais dit attention, regardez Rufi, ok, ça fait des KO, fais ce que tu veux, mais regardez le combat contre Liotop, comme c'est difficile. Vladislav Borchev, il a perdu, lui, contre Liotop. Il n'a pas gagné comme Rufi, mais il a perdu. Et Nazim a eu du mal. Tout ça pour dire que, stylistiquement, même s'il est en confiance et tout, je pense que si Fares ne se fait pas toucher d'entrée, on va avoir une punition. Même si le combat est hypant, même si tout ce que vous verrez, il va dire oui, voilà, il est trop français, trop franco-français. Non, je pense vraiment que Fares, il reste jamais en face. Il bouge tout le temps. Il a des setups millimétrés. Il met le bras arrière quand il faut le mettre et jamais, il surengage pas Fares. Techniquement, c'est fort. Il est dur à mettre en défaut. Il y a des gens, parce qu'en plus, il y a eu celui contre Frévola qui a enflammé l'Accor Arena à l'époque, mais comme il faisait pas beaucoup de finish, je trouve qu'il y a des gens qui dorment trop sur Fares. À pas voir son niveau technique et son niveau global d'ailleurs de jeu. Mais surtout quand tu vois quand même que Nazim Sadikov, sa caractéristique, et là j'ai pris des stats et tout, mais avant de revenir, Nazim Sadikov, il fait la différence en général sur la percussion. Il frappe très fort, même si, attention, il est capable de lutter. Hein. Attention, il s'entraîne à Syndicate, il s'entraîne chez Relongo, donc il y a du... C'est des combats qui sont étudiés avec des vrais game plans. Relongo, c'est pour moi un mec très stratégique. Mais en règle générale, c'est quand même un mec, là tu vois son état, il y a 8 TKO sur son record et seulement 2 soumissions. Donc, on va pas dire que le grappling, c'est sa façon de gagner les combats. Et c'est là que c'est le problème, c'est que, putain, pour aller chercher Fares en striking... Pour moi, c'est plus difficile qu'aller chercher certains top 15. Avec ses longs segments, avec sa façon dont il sait gérer sa distance, comme tu disais, son bras arrière qui met toujours au bon moment. Moi, je le vois. Un petit peu de contexte. Moi, là, je t'ai pris les stats UFC Performance Institute. C'est un combat. Parenthèse avant que tu me donne ces stats, c'est un combat de top 15. Le gagnant il rentre dans le top 15. Évidemment, le gagnant, il rentre dans le top 15 pour moi. C'est évidemment que c'est même si aucun des deux y est aujourd'hui, le gagnant, il doit rentrer pour moi. Surtout un Fares sur 6 victoires de suite, donc dont une dernière contre Sadikov. Let's go, mettez-le moi 15. Alors, Faresiam, même si maintenant il commence à mettre du piquant dans son jeu et il commence à croire en lui, c'est un mec qui est en plus 1,2 au niveau des coups donnés et des coups encaissés. Autrement dit, il donne beaucoup plus de coups qu'il n'en reçoit. Il se déplace très bien, il met beaucoup de feintes dans son jeu, ce qui fait qu'en fait, quand je vais te dire, Alex, il est à 2,85 par minute, c'est pas du tout haut. C'est pas... Vous allez voir quand je vais vous donner les chiffres de Sadikov qu'il est au double, il est à 5. Mais il y a un mais. Je vous dirai ça quand je développerai. Donc Fares, pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, il met de l'intensité, mais dans les feintes. Il désengage. Il te laisse frapper dans le vide. D'où ces chiffres de 2,85 donnés pour 1,62 absorbé. Donc ça veut dire que il fait un combat assez monorhythmique et maintenant qu'il a pris confiance en lui, il accélère d'un coup quand il a touché. Autrement dit, c'est compliqué. Il accélère quand il faut. Il accélère au bon moment et il ne surengage, je ne vais pas dire jamais, mais que très rarement. En tout cas, pas à mauvais escient. Exactement. Chose importante aussi, la taille. On a dit qu'il était grand pour un lightweight Sadikov, puisqu'il fait presque 1m80. C'est une bonne taille pour un lightweight. Je rappelle que Tsaroukian fait 1m70. Là, on a un problème aussi, parce que c'est Fares. Parce que Faresiam, c'est Faresiam. Faresiam, on est très exactement à 1m85. Donc, au niveau du reach, on est à 191. Donc, ça va être compliqué d'aller engager contre Fares.
Et quand bien même on dirait, mais aussi un petit contre un grand, ça peut passer, il sait aussi très bien se déplacer. Donc voilà pourquoi. Donc, Ouais, en fait, toutes les armes, tu les vois côté Fares. 18 cm de reach d'écart, Ouais, ouais, ouais. 7 cm de taille, les Grand. déplacements difficiles. Quand tu te jettes, Fares te punit. Parce que c'est pas un boxeur, même s'il met beaucoup l'accent sur la boxe anglaise, qu'on soit bien d'accord, Faresiam, c'est un combattant de kick Muay Thai au départ. Non, non, Donc si oui, tu te jettes, il complètement. a les genoux. Ouais. On a vu ce qui s'est passé contre Frévola. Et Frévola s'en souvient. Ouais. Donc pour toutes ces raisons, j'ai envie de voir le combat, je suis hyper excité et je sais que Sadikov, il a la foudre dans les mains. Mais je vais te donner un pourcentage. Je vois, j'ai pas les chiffres de Paris. Moi non plus. Euh, En plus, c'est en prélim. Enfin, c'est prévu Même en pas prélim, dit donc qu'on on les aura pas. je vois un Si, 65. on les aura sur certains trucs US. Je vois un 65-45 pour un 70-30 pour Fares. Fares. Mais je vois surtout 3 fois sur 10 où il touche pas terre. En fait, Ça peut être une masterclass de Fares. T'as raison, il a la foot, donc il a la possibilité de. Bah, tu touches C'est bien, tu peux éteindre même un Fares. Mais la façon dont on imagine que le combat va se passer, Ouais. en striking, et vu les armes, et je répéterai Exactement. pas ce que tu as dit parce que tu as raison, toutes les armes dans ces caractéristiques-là sont en faveur de quelqu'un Tu m'as dit fais-moi une analyse, je t'ai fait une de analyse quelqu'un complète. comme Fares, et même le volume un peu plus important de Sadikov, bah, Fares, Je vais y venir après. Fares a les armes pour éviter ça, enfin tu vois, pour le faire frapper dans le vide comme tu disais. Et bah, je peux mettre que Fares devant aussi. J'ai pas de pourcentage précis Merci dans pour la la tête, passe D. Je mais te le dis je quand mets même. devant. Sadikov, malgré ses victoires et son run parfait à l'UFC juste entaché d'un draw, il a un trade négatif sur ses frappes envoyées. C'est-à-dire qu'il envoie 5,55 mais il prend 5,90. Ouais. Avec un ratio de takedown très bas, on a bien compris que c'était pas là qu'il allait gagner le combat. Donc pareil, c'est un gros volume. Donc ça peut-être mettre Fares dans le dur deuxième ou troisième round. Mais moi, ce que je pense, très sincèrement, pour avoir bien étudié le combat, parce que c'est un match-up que je trouve passionnant, si tu frappes trop avec Fares et que surtout tu frappes de façon... Parce que s'il garde ce rythme-là à 5,55 par minute contre un Fares, il va forcément frapper dans le vide. Bah, Et il y a c'est ça. punition après. Il frappe beaucoup contre un mec qui est capable de les éviter. Et il prend beaucoup contre un mec qui est capable d'en donner si, en plus, C'est ça. qui a ce bon timing, ce bon tempo, qui est précis dans ce qu'il fait, même s'il a moins de volume que lui. Tout est réuni pour que Fares Alors, le prenne. Un petit peu de matière juste sur les chiffres. Ce qui a explosé ses stats, c'est Borchev. Je sais pas ce qui s'est passé. S'ils se connaissaient avant, après. Mais c'est vrai que le Sadikov que tu regardes contre Borchev, il va à la guerre. Il prend 143 frappes dans la tête contre... Ouais, et il en donne 91. Donc c'est aussi ça qui a beaucoup contribué à ces chiffres. tu peux aussi faire le mauvais combat. Hein. C'est ça. Après, Mota, c'est une punition qu'il lui fait, donc on laisse de côté parce que là, il y a un plus 30, on discute même pas. Le combat, les deux combats intéressants que je voulais te dire, Alex, c'est bon film, Ouais. parce que là, on a quand même un Sadikov qui gagne, mais qui perdait au niveau du volume. Bon film était à 26 frappes touchées et Sadikov à 13. Et on a, très intéressant aussi, celui de Terence McKinney, mais qui s'est fini tellement prématurément. Mais pareil, il était en train de laisser, et là, par contre, il étrangle McKinney. Ouais, mais on sait que McKinney, c'est pas du tout sa tasse de thé, le sol. Bien qu'il avait essayé de lutter un certain Faresiam, rappelle-toi. Mais je trouve que Fares a progressé sur ce truc-là. C'est là où on rappelle notre célèbre, c'est pas des maths. Et c'est le Faresiam de février 2022. C'est plus du tout le même Faresiam que Sadikov va avoir en face de lui. Que ce soit dans la confiance et même le jeu global. Donc il a beaucoup progressé depuis. Donc on est d'accord tous les deux pour mettre Fares devant dans cette analyse-là. Et on vous reparlera de tout cet UFC la semaine prochaine parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Pareil, pour le dernier numéroté, ils ont quand même fait les choses en grand parce que c'est une super carte. Après New York, celle de Vegas pour finir l'année. Elle est très très belle aussi. Tu voulais dire deux petites dédicaces. La première donc à Nail Ariano au Cage Warrior. C'était ce week-end. Ouais. Tout fait au Cage Warrior. Il s'est fait un petit peu peur. D'ailleurs, première chose que j'ai fait avant même de le féliciter, c'est lui demander si tout allait bien parce qu'il prend une clé de talon qui défend durement, mais qui défend bien. Il avait un vrai client là, Riku Orlin, qui a maintenant 5-3, mais qui avait 5-2 avec quand même un assez gros gabarit. Un vrai 93, parce qu'on sait qu'en Europe, on n'en a pas souvent. Et il fait un combat très solide. Il finit encore au deuxième round en Grand and Pound létal, alors que c'est un grappleur. Je trouve que le travail de striking qu'il fait avec Christian Mpumbu, que je salue, on voit les progrès. Waouh! Ouais, ça va dans le très bon sens. Et Ariano, waouh! On sait que le Cage Warrior, c'est une orga très intéressante pour ce qu'elle propose en soi, pour ses passerelles, pour plein de choses. Ouais. Et intéressant de voir où ça va mener. Parce que franchement, moi, il m'impressionne. Il doit pas être loin de la ceinture quand même, non? Je pense que d'ici 1 ou 2 combats, on peut voir la ceinture. Ouais, il doit pas en être très loin. Avec un tel bilan, mal, hein. Avec un tel bilan tout au cage.
Ça a de l'intérêt. Moi, donc, je rate pas ces combats et à chaque fois, t'es satisfait de ce que tu Ouais. vois. Et là, j'ai vu des progrès, moi, sur le Oui, et tu striking, vois des sincèrement. progrès. Ouais. Donc, une grosse dédicace à Nel Ariano pour cette victoire-là. Et tu voulais aussi en passer Ouais, une. le petit combat qui faisait aussi, entre guillemets, tout le monde a fait un gros truc là-dessus, robbery. C'est pas du vol, c'est Giacomo Michelis qui avait fait une partie de son camp en boxing et qui va en faire sûrement un complet très bientôt, qui bat Michael Dubois. Revoyez le combat pour ceux qui ont le Fight Pass, c'est pas inintéressant. Ça manque un peu de dégâts, je trouve. Ouais. Je l'ai vu qu'une fois parce que le week-end, les gars, il y avait le Brave. Non, Il y avait un octogone avec un triangle inversé. Je sais que tu voulais qu'on en parle. Ce sera notre dernière Il y avait parole un avant de UFC, il y lâcher. avait 2 Cage Warriors. Ouais, c'est bon, les gars. Ouais. Il y en avait trop, là. Moi, j'ai pas pu le voir parce que j'avais 7 heures de boxe à Riyad aussi à se taper. 7h59 la Donc soirée à Riyad. là, il y en avait trop. Je l'ai vu qu'une fois. Il faut que je le revoie à tête reposée. J'ai pas envie. Je sais que Jean-Baptiste Shelby, ils sont pas contents du résultat et j'ai pas envie de leur dire, les gars, non, je l'ai vu qu'une fois. Donc je sais pas, il faudrait que je regarde. Pour moi, c'est serré quand même. C'est pas un vol. Je suis désolé pour ceux qui le pensent parce que je trouve que Giacomo fait quand même des dégâts au niveau du visage à la fin, tu vois. Et on rappelle, Alex, que c'est devenu impactant le dégât quand même. Bien sûr, c'est Donc, numéro 1. mais je n'ai pas envie de me prononcer comme ça directement. J'irai le voir. Il faut que je regarde le combat. Mais jeudi, Ouais. on en parle vite. Ouais, De toute vas-y. façon, c'est pas inintéressant. Je rattraperai ça. En plus, regarde, CD77, donc ça colle avec notre. On est dedans. Ouais, Et tu voulais faire une dédicace à Miguel Haro, Miguel Haro qui gagne Bien sûr. au Danemark. Je vais pas. C'est pas que vous avez vu. ancien du Boxing Squad s'il en est. Et puis Ouais. même les autres Français n'ont pas gagné sur la carte. Donc voilà, quand on a décidé avec Alex, quand c'est pas des compétitions majeures, on parle de ceux qui gagnent, on parle pas de ceux qui perdent. On parlera de ceux qui ont perdu quand ils gagneront. Voilà, c'est la devise. Mais voilà, Miguel qui va chercher le champion de l'orga et qui le finit au premier. Voilà. What next? Allez, mais c'est Miguel Haro, éternel Miguel Haro, et qui continue d'être là. C'est comme Chiro dans Gomorrah. C'est l'immortel. J'aime cette ref. J'aime beaucoup cette ref. Et un mot, parce que tu viens de le dire, mais Enrique Madureira, vous l'avez tous vu à l'Octagone 80, qui met cette soumission sur Eric Glent prise Rény, ce triangle inversé debout, là, avec les jambes. En fait, pourquoi je voulais t'interroger, juste pour tous ceux qui l'ont vu et qu'on dit c'est vrai que c'est magnifique comme geste quand tu le vois. Ce qu'il fait. Mais t'as l'impression que le mec qui l'apprend, donc prise Rény, il l'aide à setup. En fait, t'as l'impression qu'il déplace ses jambes pour exactement que ce soit le bon truc. Je vais te citer je suis fou quoi de voir ça. Je vais te citer un grand philosophe que je connais très bien et que j'aime beaucoup et à qui on fait un bisou, c'est Michael Lebou. Qui dit sur son Insta, il m'a fait rire, t'as l'impression qu'il a tout fait pour rentrer dedans. Je pense que la prudence qu'il a mis, parce qu'il s'est méfié, tu vois, de ça, fait qu'en fait, il lui a facilité le travail à 100%. En se méfiant, ouais, il l'a. Ouais. J'aime bien comme toutes les semaines, tu me cites des philosophes. Oui, je te cite des philosophes à chaque fois. Et là, c'est Michael Lebou. La semaine dernière. Ouais. Oh, qui s'avait cité la semaine dernière? Tu m'avais dit, je te citerai pas Baudelaire ou je sais plus qui. T'as lâché un nom. Ah, je sais plus. Mais là, je te cite. Mais voilà, les grands auteurs. Le roi de la pyramide Lego, Michael Lebou, que j'embrasse. Et non, mais il a raison. En fait, le setup fait est magnifique pour arriver à ce triangle inversé, mais tu sens qu'en fait, dans la prudence, en fait, il lui a carrément donné l'autre. Au bout d'un moment, tant mieux parce que ça fait une très belle image. Mais effectivement, je pense qu'il y avait mieux à faire sur la défense. Ouais, sans doute. Voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Et rendez-vous donc à la fin de la semaine. Jab Culture spécial 77 kilos, les welter, la catégorie en feu en ce moment à l'UFC comme d'hab dans ces séries matchmaking. On vous fera le tour du top 15. Le reste de l'UFC qui peut être intéressant pour un run bientôt. Les prospects qu'on va chercher ailleurs dans le monde et qui seraient intéressants à signer. Les petits jeunes encore en développement mais qu'on aimerait voir à l'avenir aussi. Ouais. Et bien sûr, préparez les vôtres. No Fantasy Card. Une carte entière de 77 kilos. Qui on match contre qui? Ça va être intéressant. Je pense qu'on va pas être d'accord sur tout dans cette carte-là. Je le sens. Déjà, vu notre débat de tout à l'heure, je le sens, monsieur Cassata. N'oubliez pas, la boutique est en ligne. jablive.fr. Venez, si vous voulez du merchandising, soutenir le projet toujours. C'est dispo et c'est en ligne, officiellement ouvert depuis ce matin pour tout le monde, pour tout le public. Merci beaucoup, monsieur Cassata. Merci à Justine. Ça fait un plaisir, à la régie. Et on se revoit en fin de semaine. Jab Culture, matchmaking, 77 kilos. Salut à tous et à très vite sur Jab Live. Ciao, ciao.